Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tout le monde. Comme l'indiquait Gaël, on va essayer avec Philippe d'animer ce webinaire à deux voix. Donc voilà, c'est manipulation moderne, Gaël qui passe les slides et nous qui animons de l'autre côté. Voilà, donc Philippe, j'annonce le programme, ça te va? Oui, très bien. Super. Donc en fait, avec Philippe et Gaël, on voulait vous proposer ce sujet autour de comment les démarches AMU peuvent faciliter la mise en conformité ou la mise en œuvre, mais surtout la mise en conformité, la réussite d'une RE2020 sur un projet. Donc, on voulait d'abord vous évoquer comment on pense, enfin, les quelques points qui font qu'on pense que la démarche est facilitatrice, la démarche d'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage. Ensuite, faire des retours d'expérience où Philippe et moi, on va vous présenter des projets sur lesquels nos structures sont accompagnateurs de projets avec des démarches AMU, donc Seuil et ISEA. Et ensuite, on va faire une petite synthèse des apports, selon nous, des démarches AMU à la mise en œuvre d'une RE2020, sachant que c'est très ouvert à vos apports, justement, pour pouvoir compléter cette partie-là. Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Non, très bien. Parfait. Ouais. Ok. Merci Gaël. Si tu peux passer le prochain slide. Merci. Oui, Gaël m'a présenté. Je vais essayer de pas prendre trop de temps là-dessus pour qu'on garde du temps pour le reste. En gros, je fais de l'accompagnement d'AMU opérationnel depuis 4 ans environ. Et avant, j'avais une activité de diagnostic d'usage, diagnostic comportemental, donc qui est une des composantes de l'AMU. Si on prend l'AMU comme étant une démarche centrée sur les usages, les usagers, la concertation. Voilà, donc il y a aussi des phases de diagnostic qui sont des activités anciennes, hein. On appelle ça AMU, mais ça existe depuis longtemps. Donc, je faisais du diagnostic depuis longtemps via de la recherche-action, via des études autour de tout ce qui est comportement, pratique, changement de pratique, changement de comportement, passage à l'action dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, notamment appliqué au bâtiment et à l'énergie, à l'eau. Je fais aussi de la formation. Voilà. Et grosso modo, c'est à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus. Oui, alors pour ma part, pareil, je vais aller assez vite, on va pouvoir échanger ensuite dessus. Donc, effectivement, cofondateur, je suis associé avec mon épouse Leslie, qui est architecte aussi. On a démarré une aventure avec Seul Architecture en 2005, et puis effectivement, les années nous ont permis d'évoluer, et notamment au travers de quelques projets emblématiques, qui sont d'ailleurs des projets la plupart structurants sur le sujet que l'on va évoquer cet après-midi, l'AMU, qui nous ont mis certaines claques dans la façon de voir la relation à nos maîtres d'ouvrage, la relation à l'élaboration des projets, donc comme effectivement la grosse démarche d'Abricop dès 2013, qui a été le premier élément déclencheur. Et d'autres projets sont arrivés après. Et tout ça a constitué une socle pour nous redéfinir en profondeur en tant que constructeur d'espace, de territoire, qui nous amène aujourd'hui à avoir en fait une proposition plus globale de maîtrise d'œuvre à travers la création d'entités d'ingénierie en fait, qui accompagnent notre mission d'architecture classique. D'ailleurs, dans lequel aujourd'hui notre accompagnement AMU a migré au travers cette structure-là, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et là, tout récemment, pour aller encore plus loin sur les outils à mettre en avant pour aller au bout de nos idées, de nos valeurs et de nos démarches, on est allé jusqu'à créer notre propre entité de maîtrise d'ouvrage, donc depuis 2020, pour pareil donc consolider un peu cette vision globale et transversale des projets. Donc voilà, effectivement, le résumé des 3 entités aujourd'hui qui gravitent et qui fait qu'on est un petit groupe très pluridisciplinaire aujourd'hui en interne. Passez peut-être à la slide suivante. Voilà, qui vous montre un peu aujourd'hui l'organisation et la petite équipe. Donc aujourd'hui, un peu plus d'une vingtaine à l'agence, donc des niveaux très pluridisciplinaires, autant sur des pôles de support autour de l'administratif, de la communication, et puis sur les spécificités métiers sur architecture ou ingénierie, et que l'on voit effectivement aujourd'hui à quasi égale importance en termes de ressources, ce qui est vraiment marquant dans l'évolution de notre mode de fonctionnement. Et donc ça, pareil, voilà, des retours d'expérience assez intéressantes et riches à partager avec vous aussi tout à l'heure.
Salade suivante. Gaël, tu veux... Je prends la suite. Ouais. Vas-y. Pardon, mon micro était coupé. Je prends la suite de Philippe et n'hésite pas Philippe à compléter ce que je dis, hein, même si c'est moi qui parle. On va essayer d'être rapide là-dessus pour pas trop parler de l'AMU globalement, mais quand même essayer d'évoquer des points et comment l'AMU peut être reliée comme ça à la RE 2020. Historiquement, l'AMU tel qu'on l'entend, c'est avec ce terme d'AMU, d'assistance à maîtrise d'usage, émerge dans les années 2010, autour de 2011, 12, 13, on va dire, tel quel. D'un constat, en fait, du constat d'un écart qui a pu être observé entre les performances calculées, prévisionnelles, et les performances qui sont obtenues et qui sont calculées au sens avant projet et après calculées ou mesurées, je veux dire mesurées sur site, en site occupé. Et ces écarts de performance ont donné lieu notamment à un projet qui s'appelle CABI, qui est un projet européen dans lequel il y a eu des acteurs français qui ont participé, qui ont mis en avant ça avec ce projet-là. Et depuis, il y a pas mal d'acteurs qui nous font remonter ça, notamment les acteurs qui travaillent sur la performance, qui nous font remonter ces observations sur bah oui, mais la performance, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas du tout, ou pas tellement. Bref, il y a plusieurs degrés. Et quelle est la place de l'usager et des usagers et aussi des autres acteurs qui gravitent autour du projet, des parties prenantes, des parties concernées, sur la performance d'un bâtiment, notamment. Alors là, au début, c'est une approche plutôt bâtimentaire qu'on voit émerger, axé sur la consommation de fluides, sur le côté performance aussi. Donc ça migre de consommation des fluides après vers le confort, et puis petit à petit, ce terme AMU prend une ampleur plus grande sur la prise en main des espaces, les usages adaptés, les pratiques vertueuses en associant les usagers au projet. Donc au début un peu assez technique, puis petit à petit la démarche s'ouvre plus largement. L'entrée technique est un peu compréhensible parce qu'on est dans le domaine du bâtiment au début, donc avec cette entrée-là. Mais rapidement, on voit que les approches plus larges de dynamique sociale, de gouvernance, de comment on prend des décisions en groupe, de dynamique collective, du vivre ensemble, etc., comment ces démarches-là, finalement, sont tout aussi contributives sont contributives aux aspects techniques et aux aspects de performance. Du coup, on voulait, alors juste avant, juste Gaël, un point, pour ceux on voulait vous proposer une définition de l'AMU qui a été construite par le réseau AMU France, notamment, enfin des professionnels du réseau AMU France, AMU Occitanie, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Il y a peut-être des personnes qui auront d'autres éléments à ajouter ou à compléter. Mais voilà, l'assistance à maîtrise d'usage, en tout cas, là, dans cette approche, c'est un domaine d'activité et de mission professionnelle qui sont socio-techniques, c'est-à-dire qu'il y a un aspect social et technique qui vise à intégrer les usages, les besoins, les aspirations des usagers et à les associer au choix donc, et aux étapes clés de leur cadre de vie. Le cadre de vie, c'est travail, études, habitat, etc. Et ceci des phases amont, donc pré-programmation, à l'exploitation, voire à la requalification. Donc, c'est important de voir que la AMU s'opère sur tout le temps du projet, pas seulement sur un point précis du projet, pas que en conception, ou pas que en exploitation, mais sur les diverses étapes du projet et à côté de tous les acteurs. Souvent, on entend l'AMU comme étant une forme d'AMO. Oui, l'AMU peut être à côté du maître d'ouvrage, évidemment, aux côtés des maîtres d'ouvrage, mais aux côtés des usagers, aux côtés aussi des agents gestion maintenance, des architectes, si l'architecte n'a pas cette pratique, etc., etc. Donc, c'est vraiment une démarche de tiers garant de la démarche et de facilitateur. Donc, ce qu'on appelle tiers garant facilitateur. Voilà. Merci Gaël. Et donc, pour la RE 2020, alors la RE 2020 de manière assez schématique, parce que là, c'est vraiment une vision schématique on pourra rentrer dans les détails ensemble, justement, avec vos interventions. La RE 2020, il y a trois gros blocs. Réduire les consommations d'énergie primaire, limiter les émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte le cycle de vie des bâtiments et améliorer le confort d'été. Et donc, ça exige, donc ça requiert une forte prise en compte des usages, notamment, du confort ressenti. Ça requiert d'encourager la sobriété et l'efficacité énergétique. Ça requiert d'améliorer l'interface aussi entre les êtres humains et les bâtiments. Alors tout à l'heure, je parlais de bâtiments, mais c'est vrai que l'AMU a une ampleur qui est différente. Ça peut être à l'échelle d'un quartier, d'un espace public. Ça peut être très large. L'AMU, là, on a une vision plus bâtimentaire là sur ce webinaire, mais il y a bien d'autres enjeux. Donc, c'est quoi améliorer l'interface entre les hommes et le bâtiment et leur bâtiment? C'est augmenter les usages qui sont adaptés
adaptés au sens qui permettent donc d'être en cohérence avec le bâtiment tel qu'il a été conçu, mais aussi des usages qui sont acceptés et des pratiques qui sont acceptées en moyenne par les usagers, et qui ne sont pas des pratiques ou des usages incohérents avec ceux que les occupants voudraient avoir. C'est réduire du coup les usages aussi qui sont détournés. Alors ça, c'est détourné par rapport à un chemin de performance avec des usages, des utilisations d'équipements, utilisation de l'enveloppe. Donc il y a des usages qui sont détournés dans les bâtiments si on ne fait pas attention à intégrer les usagers. Ça veut dire aussi réduire les freins aux gestes et aux pratiques vertueuses. Alors vertueuses au sens aussi pareil de sobriété, mais aussi économe et adapté au bâtiment. Et ça peut être aussi ces éléments-là, 1, 2, 3, sont aussi importants en termes de communication avec le gestionnaire, par exemple. C'est-à-dire que pour arriver à ces objectifs-là de la RE 2020, il faut une meilleure communication entre usagers et gestionnaires, etc. Donc ça, c'est des points pour essayer de faire le lien entre les objectifs de la RE 2020 et ce que ça implique. Et le problème, c'est que plus le bâtiment est performant, plus il est automatisé, et plus les écarts d'usage sont importants. Si vous prenez une passoire thermique et que les usagers ouvrent les fenêtres longtemps dans la journée, il y aura moins d'impact que si le bâtiment il est passif et que, je prends les extrêmes, et que du coup l'ouverture de fenêtres peut réduire complètement la performance prévue dans les bâtiments. Donc c'est pas moi qui le dis directement, mais c'est pas mal de retours d'expérience qui dit que plus le bâtiment est performant et plus les écarts d'usage sont importants ou un impact, mais aussi quand il est automatisé, on essaie d'automatiser les bâtiments pour faire en sorte que les usagers n'aient pas d'implication, d'influence, et du coup essayer de réduire les écarts d'usage justement, mais on se rend compte que l'usager de toute façon il a une implication même quand il est automatisé, et il a besoin de s'approprier son lieu de vie, de travail ou d'études, et que d'essayer de tout automatiser n'a pas forcément l'impact souhaité. De plus, l'approche par éco-geste, dont on entend beaucoup parler, l'approche par information ou sensibilisation éco-geste, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, c'est-à-dire adapter l'usager au bâtiment. C'est limité dans le temps, notamment parce qu'on voit qu'il y a des habitudes qui reviennent. Et puis, c'est limité aussi au niveau de l'ampleur. Ça veut dire les profils qui sont sensibles à ce genre d'approche. Tout le monde n'est pas sensible à l'information, à la sensibilisation. Et il y a bien la nécessité, des fois, d'accompagner le changement de pratique pour que les acteurs s'habituent, les occupants s'adaptent à leur lieu. Mais surtout, l'AMU dit, non, on ne va pas adapter les personnes au bâtiment, on va adapter les bâtiments aux personnes. Voilà, donc la RE 2020, c'est bien associer les usagers en amont et tout au long du projet. C'est un peu rapide comme conclusion, mais en tout cas, réussir en fait la mise en conformité RE 2020 requiert cela. Et aussi, ça veut dire quoi ? Appropriation des espaces de vie, on l'a dit, implication et intégration des efforts, l'implication des usagers et des efforts qui sont faits doit être mis en valeur et promu. C'est aussi une question de communication, on l'a dit, entre les usagers et les gestionnaires, prendre en compte l'évolutivité des usages et la mutualisation des usages, etc. etc. Et ça l'AMU permet de travailler là-dessus. Slide suivant. Alors là, on voulait vous proposer, avec Philippe et Gaël, de vous donner la voix tout de suite à vous sur comment l'AMU peut-elle, selon vous, contribuer à la mise en conformité d'une RE 2020 sur un projet. En allant sur, vous pouvez aller là sur votre, si vous êtes sur ordinateur, même sur smartphone. Si vous pouvez pas, désolé. Si vous êtes que sur smartphone et que vous pouvez pas tout faire, d'aller sur www.menti.com, menti.com, rentrez le code qu'on vous présente là, c'est-à-dire 43 78 20 35. Je vais l'écrire sur le chat, comme ça permet de l'avoir aussi à côté. Donc, si vous voulez, sur le chat, j'ai mis le code là, ainsi que le lien vers le petit nuage de mots, menti.com. Il vous suffit de cliquer dessus et de commencer à rentrer. Alors, comment l'AMU peut contribuer à la mise en conformité, ça veut dire la réussite d'une RE 2020. Essayez de mettre des mots-clés, s'il vous plaît. Si vous mettez des phrases, ça va être plus compliqué. On a cherché un outil qui soit facilement interactif et rapide. On aurait pu faire un petit questionnaire, des réponses ouvertes, on aurait pu faire des post-it, on aurait pu faire plein de choses. Mais là, ça permet d'aller un peu plus vite et de visualiser ce que vous allez dire. Est-ce que Gaël, tu peux du coup faire sortir de la présentation, cliquer sur projection, d'abord cliquer sur projection du nuage de mots. Avant de sortir de la présentation, il y a projection du nuage de mots. Cliquez dessus et après tu peux partager l'écran à Internet. Si tu veux, je peux le faire aussi, mais voilà, c'est comme tu préfères. Alors Dorian, j'étais en train de répondre moi-même sur Menti.
C'est pour ça que j'étais un peu lente. Alors, je vais moi-même le présenter si tu veux que je partage l'écran, il n'y a pas de souci. Super. Est-ce que tout le monde, est-ce que les personnes peuvent, et aussi Philippe, hein, si tu veux compléter ce que j'ai dit, là, je me suis permis, j'ai fait une petite ligne droite, mais Philippe. Non, très bien, il n'y a pas de souci pour l'instant. D'accord, bon. Super. Alors, pour l'instant, je vois pas de. Je suis en train de mettre à jour le Mentimentor. Je vois pas de mots-clés. Est-ce que ça y est, ça arrive. Ouais. Est-ce que toi, tu veux partager, Gaëlle, ou je partage? Comment tu préfères faire? Partage, ouais, partage. Alors moi-même, je suis en train de rentrer le mien, parce que… Vas-y. Alors, je te fais front et je passe par-dessus ta présentation, je pense. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran, là, mon écran Internet? Ouais. Ça y est. Ok, bon. Ça y est. Je vais mettre à jour au fur et à mesure pour prendre en compte vos mots. Est-ce que tout le monde a pu contribuer? Je vois recherche, accompagnement, contrôle. Je ne sais pas si ça y est, ça monte. Alors, je vais essayer de ne pas vous influencer avec les mots-clés. Essayez de le faire sans regarder votre écran. Parce que des fois, on se fait influencer par ce que disent les autres personnes. Allez-y avec votre propre libre arbitre et n'hésitez pas. On vous a proposé 3 champs avec des mots-clés. On n'a pas encore 1 ou 2 minutes. Vous avez fini de mettre ces mots-clés? Je l'ai mis, moi, Dorian. Merci, Gaëlle. Il est en rouge. Allez, je mets à jour. OK. Pour l'instant, on a 6 termes qui émergent Je ne sais pas si tout le monde. Alors, vous pouvez aussi mettre vos micros. Est-ce que parmi vous, il y en a qui voudraient pouvoir contribuer, mais qui n'y arrivent pas? C'est-à-dire, il y a ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, mais il y a ceux qui veulent et qui ne peuvent pas. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des difficultés à donner vos mots-clés? Vous pouvez activer vos micros et nous en faire part. Si vous mettez sur le chat, je pense que moi, j'ai encore la possibilité d'en mettre 3 parce que je n'ai pas encore fait. Oui, Gabrielle Ovinette, Héroldi Frédéric, Antoinette Ferry, Milena Forte, Dominique Ribès, Bernard Duforet, Béatrice Néo. Vous avez la possibilité de vous exprimer oralement en ouvrant votre micro. Bon. Alors, pour aller à l'étape suivante, on voit que le terme accompagnement est important et le plus important de tous dans ce que vous dites. Il continue à prendre de l'importance et il y a l'aide aussi. Donc, aide, accompagnement, il y a sûrement, peut-être je fais un raccourci et je vais plus vite et je fais des raccourcis, mais l'aide et l'accompagnement peut-être vont dans ce sens-là, d'accompagner les acteurs, les usagers, mais les autres acteurs, probablement. Il y a des questions de compréhension, la recherche, contrôle, information et pratique des usagers. Ok, quand on sera à l'oral tout à l'heure, en fait, on avait pensé aussi cet outil au cas où on soit en mode webinaire sans pouvoir ouvrir au micro. Donc, je pense que vous aurez l'occasion aussi d'approfondir ce que vous vouliez dire tout à l'heure lorsqu'on ouvrira un peu l'échange. J'ai arrêté mon partage et on pourra revenir dessus à la fin. Mais si vous êtes parmi d'entre vous, il y en a qui veulent encore contribuer, qui n'ont pas trouvé les mots-clés qui vont bien, n'hésitez pas à le faire là pendant la présentation. Tu peux reprendre le partage, Gaëlle. Bien sûr. Dorian et Philippe, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit temps de questions-réponses, notamment oralement avec les personnes qui peuvent ouvrir leur micro et ou dans l'onglet questions-réponses ou dans l'onglet chat? Je pense que ça peut être intéressant. On va se laisser 1 minute. Auriez-vous des questions à poser à Dorian Lidvin et Philippe Gonsalves dans le cadre de cette première partie relative à l'AMU en tant que telle? Vous pouvez ouvrir vos micros pour les personnes qui sont donc panélistes, qui ont accepté d'être panélistes, et pour les personnes qui sont restées spectateurs, enfin auditeurs, auditrices, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses ou dans le chat. Pour voir vos questions, je suis obligée, moi, d'arrêter mon partage. Alors, juste pour information, pour l'historique, en fait, comme disait Gaëlle au début, il y avait
environ 70 participants. C'est ce qui arrive souvent, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et puis après, il y a moins de personnes qui participent. Mais en fait, on avait prévu du coup, le mode webinaire pour éviter des difficultés. Et donc, du coup, on a conçu un peu le webinaire dans ce sens. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à faire l'interactivité. Hein, c'est important que vous ayez... c'est pas juste une conférence. Le but, c'est qu'on puisse échanger sur votre vision. On est peu nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir et à faire part de vos questions ou remarques. Tout à fait. Soit dans l'onglet questions-réponses si vous êtes spectateur, soit en ouvrant vos micros. Alors, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions, donc Okay. Je vais repartager mon écran. Je le bascule en diaporama. Je descends, bien évidemment. Et donc, il y a la présentation de plusieurs retours d'expérience, sachant que, comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs, mais certains ont été sélectionnés. Alors, désormais, la parole est à Philippe Gonsalves, sachant que, évidemment, Dorian pourra poser des questions aussi à Philippe Gonsalves, et nous attendons impatiemment vos questions aussi. Philippe, je vous laisse la parole. Allez, parfait, merci. Donc, effectivement, je vais essayer de vous faire quelques retours des projets que l'on va plutôt regrouper par typologie, on va dire, d'usage ou de domaine d'ouvrage. Parmi les six exemples que je vais vous citer. Évidemment, du coup, en préambule, ce sont bien sûr des projets qui ne sont pas directement liés à la RE 2020 puisqu'ils n'existaient pas. Néanmoins, on constatera que ce sont tous des projets qui vont dans tous les cas au-delà de la réglementation de l'époque des projets et donc qui font preuve effectivement de challenge, on va dire techniques ou d'enjeux techniques environnementaux élevés. Et de voir effectivement comment est-ce que l'AMU a participé à cela, voire même a provoqué cela. Et donc le premier que je vous propose un peu de détailler, c'est le premier projet que j'évoquais tout à l'heure, qui nous a mis le pied à l'étrier, un projet donc de 17 logements participatifs. Donc là, l'essence même de l'AMU que l'on découvre à ce moment-là, avec la chance d'avoir un groupe porteur très professionnel et donc c'est même à travers eux qu'on a appris en fait directement ce mode opératoire, ce mode de fonctionnement collaboratif et donc on a eu cette chance effectivement de pouvoir démarrer l'aventure AMU avec ce groupe-là. Donc un projet qui date un peu aujourd'hui, 2013, ambition HQE et donc RT 2012 moins 20% pour l'époque et donc là on est dans la quintessence de ce qui peut faire le plus peur à tous les confrères et consoeurs, c'est comment quand on voit la difficulté de gérer des clients particuliers pour du logement individuel, comment on peut imaginer faire superposer 17 clients individuels dans un même immeuble. Ça nous a un peu effrayé au départ, n'ayant aucune expérience. Et puis, donc, ce que je disais tout à l'heure, la chance du groupe formalisé nous a accompagnés là-dessus. Donc, plusieurs challenges, effectivement, du coup, à monter sur cette opération. Un, faire en sorte à ce que le Tetris de 17, ces logements tous différents, tant en surface qu'en typologie, qu'en aménagement, voire presque en prestation intérieure, font malgré tout un tout cohérent, intelligible, constructible, réglementaire, etc. Donc ça, c'est effectivement toute l'importance que le professionnel qui encadre ce type de démarche, donc là, en l'occurrence, nous, architectes, mais quand effectivement, comme Dorian, ça peut être un accompagnateur là-dessus, c'est comment est-ce qu'on est aussi, à un moment donné, garde-fou et toujours être dans une précision de ce qui est possible ou pas possible de faire. Ça, c'est aussi souvent des craintes que peuvent avoir les confrères dans cette démarche. Mais du coup, ça veut dire que, j'ai plus la maîtrise du projet global, tout est open. Et en fait, non, il faut effectivement éditer des règles. Donc, c'est, on va dire, la première démarche généralement pour entamer une démarche collaborative. Ça peut paraître un peu
des fois dur, mais en fait, il faut commencer par fixer des règles, tant des règles de communication que les règles en fait de limite de pouvoir de chacun et dans le temps aussi, parce que ces limites peuvent aussi évoluer. Donc, on a pu instaurer ce travail avec eux et donc rentrer progressivement dans la démarche de conception de leur logement, de la question technique et des ambitions environnementales du projet, jusqu'à la définition des ambitions en termes de prestations et donc in fine de budget, puisque là, nos maîtres d'ouvrage étaient les 17 familles qui mettaient la main au portefeuille pour s'inscrire effectivement dans un projet viable et cohérent. Et donc, c'est du temps effectivement passé, donc ça, c'est globalement ce qui fait le lien avec tout l'ensemble des projets. Ce sont effectivement des temps spécifiques à cet accompagnement-là, et on rejoint effectivement pas mal le mot qui a été annoncé tout à l'heure, l'accompagnement, c'est important. C'est du temps, je le dis aussi en préambule, c'est pour l'ensemble des projets que je vais vous montrer, ça constitue des missions à part entière d'accompagnement AMU, qui vont donc au-delà de la maîtrise d'œuvre, donc c'est du temps qui est rémunéré, pas forcément tout le temps rentable, puisque effectivement on maîtrise pas forcément tout le temps le temps, on s'améliore avec l'expérience, on va dire, et la maîtrise des sujets, mais n'empêche que voilà, c'est un sujet qui avance aussi là-dessus. Si on passe au slide suivant avec le lien d'Alogea, qui est la même configuration, logement étudiant, avec la différence majeure, c'est que là, on n'a pas les utilisateurs quand on lance le projet. Donc là, on va dire que c'est vraiment deux niveaux de fonctionnement que vous pourriez retrouver sur des projets type marché public. Si je prends l'exemple, par exemple, de groupes scolaires ou de collèges ou de lycées, souvent, vous avez le maître d'ouvrage, vous n'avez pas les utilisateurs en face parce que tout simplement, ils ne sont pas encore identifiés ou connus au moment du départ du projet. Et donc là, c'est le cas, un bailleur social dans ce concours, on gagne ce projet-là et on a impacté en plus à ce projet une volonté d'intégrer une démarche d'assistance à maîtrise d'usage, puisque ces logements étudiants viennent se greffer sur un site qui accueille une école supérieure, l'école de la RAC, et donc pour héberger une partie des étudiants. Et donc on a demandé effectivement aux bailleurs de pouvoir mettre en place cette démarche d'accompagnement avec l'établissement de la RAC, et donc de définir, mettre en place quelques ateliers. Donc là, on avait 4 ateliers le long du projet pour travailler avec les étudiants dès la phase de l'esquisse, c'est-à-dire après le concours. Avant d'aller plus loin, on a souhaité représenter le projet et re-questionner l'aménagement, la programmation du projet. Et donc là, c'est effectivement une démarche qui est a posteriori, donc qui demande aussi une certaine humilité, ou en tout cas une acceptation que l'on puisse re-questionner des choix esthétiques, fonctionnels, etc. Puisque l'inconvénient, on va dire, du concours fait que vous n'avez pas d'interaction avec même pas le maître d'ouvrage durant la production. Donc on est sur on va dire une réalisation complètement autonome à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc à un moment donné, il faut l'ouvrir et prendre le risque effectivement de la faire évoluer. Sur ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que l'habitabilité des logements étudiants que l'on avait imaginé, lorsqu'on l'a présenté, a fait un raz-de-marée sur l'aménagement des chambres. Ça ne leur allait pas du tout. Et le premier atelier a fait émerger une autre solution qui, après rentrer dans la moulinette, s'avérait ne pas fonctionner aussi pour des questions justement réglementaires ou de fonctionnement. Et en a émergé du coup une troisième qui a fait du coup consensus et qui du coup est devenue qui a obtenu un résultat hyper satisfaisant et donc un vrai résultat d'intelligence collective là-dessus, en tout cas que nous, on n'avait pas identifié au moment du projet. Donc là, encore une fois, c'est pareil, la démarche
de co-construction et d'intelligence collective, elle était encadrée dans un contexte où on n'était pas là pour remettre en question l'implantation des bâtiments, on n'était pas là pour remettre en question le fonctionnement général et le parti pris du projet. On a effectivement certains champs qui étaient ouverts, comme le réaménagement des chambres, comme certaines prestations de finition sur les logements, sur une partie des aménagements extérieurs, par exemple, donc tout ce qui était terrasse ou jardin commun ou service commun, là aussi personnalisé. Et pareil pour rejoindre directement les questions d'aujourd'hui sur l'approche thermique environnementale, donc un projet qui est de niveau BPOS. Là aussi, comment est-ce que on fait participer les utilisateurs dans cette contrainte que Dorian évoquait tout à l'heure de la technicité du bâtiment, ou en tout cas des contraintes d'usage du bâtiment qui pourrait avoir un impact majeur sur sa performance in fine. Et donc, ça nous a amené à effectivement mettre en place durant ces ateliers des sensibilisations ou des vulgarisations d'approches de constructives du bâtiment, c'est-à-dire déjà expliquer comment a été construit le bâtiment, quels matériaux, quel usage, qu'est-ce que c'est qu'une étanchéité à l'air, qu'est-ce que c'est, quel impact sur une ventilation naturelle, une ventilation mécanique, etc. Pour qu'effectivement on puisse, pour que les utilisateurs puissent comprendre, in fine, l'impact de leurs futures actions là-dessus. Donc ça se débouche, ce qui est le cas pour l'ensemble de nos projets que l'on déroule aussi en AMU, par un livret d'accueil, en fait, un livret de bon usage des logements ou des projets à la réception, donc qui va répercuter l'ensemble en fait des éléments de pratique du projet et qui va permettre de faire le fil conducteur, puisque là, en l'occurrence, lorsqu'on est en logement étudiant, tous les 3 ans, on a des nouveaux occupants et donc, évidemment, ils n'ont pas l'historique et des éléments. Donc, ça permet effectivement de maintenir ce savoir-là. J'ai une question, Philippe. Oui. Du coup, toutes ces actions de co-construction, notamment sur l'aménagement, principalement sur l'aménagement là, avec des actions de vulgarisation et de sensibilisation, d'explication, est-ce que là vous êtes en mesure de voir l'impact ça sur les usages actuels? Est-ce que le projet il est livré, il est en exploitation? Est-ce que vous avez pu observer s'il y a eu un suivi justement et des conséquences positives de cette démarche ou pas pour l'instant? Alors sur le il n'est pas encore livré, il est livré là fin juillet, donc du coup on n'a pas encore de retour d'usage. Okay. Sur Abricop, évidemment donc livré depuis pas mal de temps, il y a moins de sujets, alors c'est plus on a des retours de la question de confort, mais on n'a pas des éléments sur les consommations, etc. Puisqu'en plus là dans un dispositif particulier, puisqu'on est dans un logement collectif qui en plus est raccordé sur un réseau de chaleur, etc. Donc effectivement, et puis c'était pas une question ou en tout cas une problématique initiale du projet. Par contre, pour répondre à ta question, c'est le projet suivant. Là, pour le coup, on peut passer à la slide suivante. Enfin, à moins que tu veuilles rajouter une question ou... Non, c'est bon, merci beaucoup. Et donc, du coup, ouais, on peut passer au slide suivant. Qui est du coup l'usine. Donc deuxième projet dans l'historique, on va dire après Abricop, qui nous a mis le pied à l'étrier de l'AMU. Donc cette usine lancée en 2017. Donc là, pas du tout sur la question du logement. Un maître d'ouvrage privé qui donc à la base a un projet professionnel de siège social. Et puis qui se transforme en projet d'entreprise et qui du coup embarque dans l'aventure une partie de son personnel, à l'occurrence une partie associée, puisque c'est une scope, donc un terrain fertile, on va dire, à travailler dans cette démarche de co-construction. Et à l'occurrence, cette usine, donc toute la partie AMU, là, avait à la base un très très gros focus sur l'usage, puisque c'est un outil de travail, donc il y a tout un process
très spécifiques internes à l'entreprise qu'il a fallu intégrer pour qu'on ait un projet, un bâtiment qui soit le plus performant possible. Là, ça a une incidence directe sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Donc là, la notion de coût global dans cette démarche-là, elle a tout son sens. C'est-à-dire qu'on a en face une entreprise qui est tout à fait consciente que son outil de travail n'est pas qu'une boîte à chaussures et que, en fonction de ses choix qu'ils vont faire initialement, ça peut avoir un impact sur son résultat à N plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc ça, c'était déjà une belle démarche. Et la démarche d'intelligence collective qui s'est mise en place donc sur ce travail-là a, comme aujourd'hui dans tous nos projets, je pense que Dorian, tu devrais nous dire la même chose, fait que tous les projets montent en qualité globale et en tout cas un attendu global sur les enjeux sociétaux et environnementaux et donc thermiques. Et donc ce projet-là est devenu un projet passif avec une construction basée sur énormément de biosourcés, en bois paille, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui n'étaient pas forcément au cahier des charges au départ, voire même pas du tout. Premier rendez-vous qu'on fait avec le dirigeant, c'est je veux un bâtiment de 2500 mètres carrés que tu me livres dans 8 mois, une boîte à chaussures en métal. On finit avec quasiment 3700 mètres carrés, avec un budget qui a été multiplié par 2 et avec des approches complètement différentes. Et en fait, là-dessus, ce qui a été très très fort, c'est le travail qui a été fait avec le bureau d'études en même temps sur une approche très très fine des enjeux énergétiques et thermiques, puisque les consommations, on va dire, de process sur ce type de bâtiment sont aussi, voire plus importantes que le bâtiment. Comment est-ce que du coup on lie tout ça, on se sert d'énergie récupérée des process, etc. On fait des échanges. Et comment est-ce qu'on limite au minimum les consommations énergétiques du bâtiment pour que l'argent parte au bon endroit, c'est-à-dire sur les hommes et sur l'entreprise. Et là, ce bâtiment, donc livré depuis 2019, est équipé de GTC, donc qui permet de récupérer aujourd'hui énormément de données. Et les résultats sont hallucinants puisqu'on a multiplié par 2 les économies que l'on avait imaginées au départ. On a une pompe à chaleur qui est 2 fois plus performante que ce qu'on a imaginé. Il faut savoir que c'est une usine qui est entièrement chauffée et rafraîchie en géothermie, donc par dalle active, et donc qui consomme du coup du chaud et du froid toute l'année, avec des contraintes de régulation de température à plus ou moins 1 degré sur certaines zones de l'usine, donc des attendus très, très spécifiques. Et donc là, c'est vraiment pour moi aujourd'hui l'exemple même que ce travail d'AMU est garant aujourd'hui, de toute la réflexion en amont pour trouver les meilleures solutions collectives, et de 2, être sûr qu'en mode d'usage, ça tienne la route, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tout le monde a participé à la conception et aux enjeux, tout le monde sait comment fonctionne le bâtiment, sait comment effectivement il faut le vivre, et donc on arrive à maintenir les caps et voire donc faire mieux que ce qui était même prévu. Et excuse-moi Philippe, donc un peu la même question, ça veut dire là, dans ce cas-là où on a un projet en exploitation et que du coup vous aviez un peu plus, il y a plus d'éléments, j'ai l'impression, un peu plus maîtrés. Est-ce que vous avez pu faire des mesures? Et la question qui fâche toujours, qui est très difficile à résoudre, c'est quelle est la part de l'usager dans cette. Tu as dit il y a eu 2 fois plus d'économies. C'était au niveau technique, c'est-à-dire les choix techniques que vous avez faits ont permis 2 fois plus d'économies, ou selon vous, il y a eu une implication, enfin un impact des comportements des usagers. Et je sais que cette question est très difficile à résoudre, mais je la pose quand même. Alors, dans l'usine, je dirais qu'il y a 2. Pour moi, c'est le facteur humain qui a fortement participé à la réussite, en tout cas au respect des engagements énergétiques du projet. Ils sont pas tant dans les actions quotidiennes qu'il peut y avoir, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un projet type logement dans lequel on peut avoir des interactions domestiques qui ont un vrai impact. Même si par exemple là, je prends l'exemple tout bête des
des portes sectionnelles qui méritent effectivement un certain respect, de ne pas les ouvrir tout le temps, ou en tout cas pas quand il fait 45 degrés ou moins 10 pour que tout parte dans l'air. Donc il y a forcément effectivement un regard dessus. Pour moi, ce qui est le plus important comme facteur de réussite humain, ça a plus été d'avoir eu ces salariés intégrés à la démarche du début à la fin, ce qui fait que quand ils sont arrivés sur le projet, en exploitation du bâtiment, il y avait une culture commune, il y avait une compréhension du fonctionnement global du bâtiment, des objectifs aussi, de pourquoi est-ce qu'on a fait ça, des objectifs qui étaient partagés, et donc forcément du coup des comportements suivaient derrière assez naturellement. Donc je pense que voilà, pour répondre à la question, c'est plus l'accompagnement justement en amont qui à mon avis pèse dans la balance, plus qu'aujourd'hui les actions réelles des salariés sur le site. Merci. Sur le slide suivant, pour faire le lien avec ce type de projet, donc là on se trouve à peu près dans la même configuration, de nouveau un siège social, avec une particularité où on a plus de surface de bureau que de surface, on va dire, d'atelier. Donc là aussi, on expérimente notre fonctionnement. Donc là, c'est un projet qui démarre en chantier en septembre. Donc pareil, j'ai pas de retour sur l'expérience, sur le retour en fait d'usage. Néanmoins, c'est un projet qui a donc subi le même parcours de co-construction avec à la fois les dirigeants et un comité de pilotage désigné parmi les salariés pour participer à la construction globale du projet et aux enjeux. Donc on voit de nouveau aussi un projet qui annonce des niveaux d'ambition tant dans l'éco-construction qu'environnementale qui vont au-delà de la réglementation aussi. Donc ce sont des objectifs qui sont assez facilement du coup mis en place. Je pense que vous allez sûrement me poser la question, mais comment se fait-il que du coup ces projets-là prennent de la surenchère et comment est-ce que les gens se retrouvent à aussi rallonger le portefeuille? Puisque évidemment, je me confirme que entre le budget qu'ils imaginaient au départ et ce dont on arrive, c'est pas le même. Et je dirais que là, de nouveau, la force de l'AMU fait qu'en fait, vous êtes plus en position de aller voir le client en rendu de phase en disant désolé mais votre projet c'est plus 1 million, c'est 1,5 million parce que il y a tant de surface de plus, parce que les coûts de matériaux ont augmenté, parce que voilà, et donc c'est un fait et voilà. Non, en fait, comme le projet est co-construit et que l'utilisateur en fait participe de manière très très serrée et régulière au projet, en fait, il vit l'évolution au quotidien du projet et donc il est au même niveau de contraintes et d'informations que vous, ce qui fait que du coup les choses sont beaucoup plus acceptables. En fait, on n'est plus dans un rapport pratiquement de rivalité entre un client et un prestataire qui répond pas aux exigences. On est dans un partenariat où on se rend compte qu'un professionnel voilà, que vous êtes a un challenge et qu'il a certaines contraintes qui sont du coup beaucoup plus compréhensibles par le client. Et l'AMU du coup a aussi pour objectif de trouver des solutions. Et trouver des solutions financières fait partie des objectifs aussi là-dessus. Et donc on trouve des éléments parce que du coup on est vertueux, donc on va chercher des subventions, on va chercher des aides, on met en place aussi des phasages aussi de projets, c'est-à-dire que ça me permet d'être dans une frugalité aussi de projets pour mettre l'argent au bon endroit. Donc voilà, c'est d'intégrer complètement cette question financière au projet. Il y avait une question, excusez-moi, ouais. Gaël, je prends la parole. Il y avait une question de Gabriel qui avait levé la main. Oui. Merci de prendre ma question. On voit dans les acteurs de la construction l'AMU qui apparaît.
alors que sur les 3 projets précédents, vous le mentionniez pas. Est-ce qu'il y a un minimum à respecter ou est-ce que c'est juste une entité qui a été fortement présente sur ce projet-là et c'est pour ça qu'elle a été mise en avant? À quel moment il y a vraiment un acteur identifié AMU qui n'a pas été identifié sur les projets précédents? Ouais, très bonne question. En fait, c'est tout simplement que on a démarré, ce que je disais tout à l'heure, l'aventure avec Abricop. Et donc là, c'était tout simplement ça, l'architecture, et on s'est mis des pieds dedans et on a avancé. On n'avait pas du tout ce profil-là expérimenté, et en tout cas professionnel comme Dorian à ce niveau-là. Et donc, du coup, on a appris et on l'a fait en interne. Et puis, avec le second projet ARM, c'était encore en interne, donc c'était sous l'entité de cette architecture, où on a continué à se former dessus et à travailler, à faire de la R&D sur ces sujets-là. Et puis, donc, depuis 2019, on a effectivement créé la cellule d'ingénierie UNA, dans laquelle, du coup, on a rapatrié les spécialistes AMU. Donc, aujourd'hui, c'est 2 personnes qui font quasiment que ça. Donc, ce sont donc pour une ex-chef de projet archi, qui donc a participé depuis le début des aventures Abricop, et qui aujourd'hui a fait plus que ça. Elle fait de la MO et de la MU, et donc il y a un collaborateur qui l'a rejoint. Et donc, effectivement, elle a basculé l'entité. Donc, c'est pour ça qu'elle est officiellement là, parce que c'est l'entité qui existe à partir de là. Et moi, je peux apporter juste un élément de réponse aussi à Gabriel, c'est que ça dépend comment le projet également est monté. Ça veut dire la compétence AMU est-elle intégrée en phase conception? À ce moment-là, les architectes, dès qu'ils arrivent après la phase concours, ils ont la possibilité en effet de le prendre en charge. Ou est-ce que l'AMU a été prévue plus en amont du projet avant que l'architecte ou que la maîtrise d'œuvre soit identifiée? Et donc là, ça peut jouer aussi là. Là, la réponse de Philippe, c'est une réponse aussi de son aventure d'entreprise, on va dire, et de comment ça a évolué. Et ça peut être aussi que selon le cahier des charges, on a besoin d'un AMU avant. Alors des fois, c'est l'AMO qui prend ce travail-là en amont et il le continue après tout le long. Ou des fois, ça peut être du coup aussi un AMU identifié externe parce que c'est le cahier des charges qui l'identifie tel quel. Exactement. Et pour aller dans ton sens, pour continuer là-dessus, effectivement, ce projet encore que vous voyez, la démarche d'AMU, elle est arrivée effectivement du coup en amont, c'était en programmation. Et donc, il y a eu tout un travail de programmation et qui s'est à un moment donné croisé avec la phase esquisse, on va dire, entre une fin de programmation et un début d'esquisse. Alors que les autres, on va dire, c'était en parallèle que ça s'est monté. Alors que là, on a vraiment identifié 2 temps là-dessus et on verra à travers un autre exemple du Covelin projet urbain, une autre cas de figure qui s'est mis en place. Donc, si on peut effectivement, slide suivant. Donc, même typologie de nouveau dans le tertiaire, donc avec une grosse démarche en fait d'AMU sur ce projet qui a duré pratiquement 1 an. Donc, en pré-programmation. Et là, qui s'est même élargi à la question même de la création de bâtiments. Donc, on a eu la chance d'accompagner cette entreprise, Arcadie, dans une démarche en fait de réflexion de l'évolution de leur société à N+10. Donc, c'est une société qui est très engagée socialement et environnementalement, qui fait que des épices bio. Donc, voilà, dans une démarche effectivement déjà personnelle engagée. Une société libérée, donc c'est pas une scope, mais qui fonctionne déjà avec des modes de management très transversales. C'est une centaine, ils sont un peu plus d'une centaine aujourd'hui de salariés. Et donc, on a été mandaté avec notre bureau d'études qui nous accompagne sur la question, le bureau d'études ouvert, sur une vraie question très transversale de la question de l'évolution de la société au travers, bien sûr, leur outil de travail, hein, mais en questionnant vraiment de manière très large les enjeux, bien sûr, de process, mais pas que, de mobilité, d'énergie, de vie au travail, d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, etc. Donc là, du coup, c'était encore un écran, enfin, un échelon au-dessus qui nous a permis de vraiment balayer des éléments très larges. Pour le livrable de cette phase-là était effectivement un schéma directeur
avec un élément programmatique, un schéma directeur de l'évolution du site à N+10. Donc, c'est le schéma que vous voyez en bas à gauche, qui donc illustre effectivement les diverses évolutions du projet. Et donc maintenant, on attaque ce projet-là en mode plutôt maîtrise d'œuvre plus classique, bien que malgré tout l'accompagnement reste très proche des utilisateurs, où vu qu'on a ce schéma directeur qui a identifié l'évolution à N+10, on sait aujourd'hui par quoi on peut commencer, et le maître d'ouvrage a du coup un vrai outil d'anticipation et de mise en place d'une vision à long terme d'évolution structurelle et financière de son projet. Et donc là, en l'occurrence, on commence par le plus gros bâtiment que vous voyez à gauche, donc qui est en cours de DCE. Et donc ensuite, suivra les restes des extensions ou réhabilitations du projet. Et donc là, on a de nouveau une configuration ou un gros travail d'AMU en amont. Durant la phase esquisse, enfin la phase conception, de nouveau des ateliers, au lieu d'être dans un process effectivement où on a un rendu de phase tous les mois, tous les mois et demi, ou 2 mois en fonction de la taille du projet. Là, on a des séances de travail tous les 15 jours ensemble, au même titre qu'on faisait des réunions internes avec les bureaux d'études. Là, la maîtrise d'ouvrage avec le comité de pilotage ou les spécialistes en fonction des sujets sont présents et on construit du coup le projet ensemble, on prend les choix ensemble. Et du coup, on n'a pas vraiment en fait de lissage de phases de projet telles qu'on peut les connaître en warm-up, esquisse, APS, APD, etc. Non, on a un projet en fait qui mûrit, qui rentre dans le détail progressivement, et ce qui là du coup nous impose à nous d'être de nouveau encore là le garde-fou et d'être capable de dire à cette phase-là, on va pas se focaliser sur la hauteur de la poignée, on va gérer les volumes à grande masse et les surfaces, etc., les flux, etc. La poignée viendra plus tard. Donc, effectivement, on intègre malgré tout cette notion de rentrer dans le détail du projet au fil du temps. Et puis, on a certains arrêts sur image qui sont obligatoires, ne serait-ce que pour avoir des retours des financiers ou des éléments administratifs comme le permis de construire, qui lui, voilà, arrête une phase et on continue, etc. Mais on est dans une démarche très linéaire d'accompagnement. Et encore une fois, c'est pareil, on est sur, du coup, des décisions collectives qui sont porteuses de projets très qualitatifs. Tu avais une question, Dorian? Non, non, par contre, il y a une question dans le chat de Gabriel. Merci Gabriel Ovinette pour vos questions. Si vous ouvrez le chat, vous la voyez. Suivant les différents projets, comment avez-vous défini la part de thématiques ouvertes à discussion avec les utilisateurs et la part non négociable? Alors, très bonne question. Là, on est vraiment dans du rapport humain. Donc, je pense que Dorian, tu vas pouvoir aussi compléter les éléments. Donc, il y a des éléments. Le socle, on va dire, c'est le respect et notamment le respect des professionnels. C'est-à-dire que on essaie d'instaurer, de dire que les sachants sur le process, sur les besoins, sur les flux, c'est notre client, c'est notre utilisateur. Donc là-dessus, nous, on est simple observateur et on vient, par contre, apporter les contraintes réglementaires, juridiques, etc., pour qu'on encadre le projet. Par contre, sur les enjeux d'esthétique, de techniques constructives, sur les enjeux effectivement matériaux, etc., là, on considère que c'est notre domaine, puisque le projet doit être un tout et il ne doit pas être que super fonctionnel. Il doit aussi avoir un engagement réglementaire, il doit avoir aussi un engagement d'insertion dans son site, de rapport aux autres et d'équilibre global. Et donc, assez naturellement, dans le mode de fonctionnement AMU est favorable à ce travail de confiance. Et bon, après, c'est en fonction des personnalités de chacun hein, de pouvoir mettre en place cela. Mais on essaye de renforcer la compétence professionnelle de nos clients sur leur valeur ajoutée. Et derrière, on cadre
que ce soit avec après l'équipe d'ingénieurs sur les éléments très techniques ou nous sur la globalité du projet pour qu'on puisse maîtriser ces éléments. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Gabriel, mais voilà, l'idée n'est pas vraiment de recette, c'est plutôt un postulat, voilà, là, sur ça, et puis après c'est un rapport humain, quoi, en fait, qui fonctionne ou plus ou moins bien en fonction des livres. Si tu permets, Philippe, je voulais aussi compléter ce que tu dis. Si tu permets, c'est aussi, pour répondre à la question, une question de sachant, non sachant. Comme disait Philippe, selon les clients, donc selon le maître d'ouvrage, il y a plus ou moins de connaissances existantes. Mais ce qui est important dans l'AMU, c'est qu'on essaie de mettre en valeur l'expertise d'usage, souvent qu'on laisse de côté en disant que les usagers n'ont pas d'expertise. Je parle pas d'un des usagers qui, par ailleurs, avait une connaissance énergétique et qui, du coup, lors d'un atelier, fait part de sa connaissance. Je parle pas de ça, je parle vraiment de l'expertise d'usage du bâtiment, notamment quand c'est un bâtiment qui est en réhabilitation, en rénovation, évidemment. Mais et là, c'est vraiment l'AMU aussi enfin, selon moi, pour objectif de décaler un peu la limite entre sachant et non sachant, justement parce que on voit très bien ça dans l'habitat participatif, où en fait les maîtres d'ouvrage ont du coup des décisions à prendre qui vont très loin et qui du coup sont obligés de se former, de monter en compétences, en prise de décision, savoir comment prendre une décision collectivement, parce qu'il faut choisir l'architecte, il faut choisir. Donc là, l'habitat participatif c'est un peu particulier, mais c'est un peu, pour moi en tout cas, c'est un peu une lanterne au bout. Ça veut dire aller vers cette capacité de l'usager client, là dans l'occurrence, client usager, ou dans certains cas, c'est pas la même. Hein. Si le maître d'ouvrage est public, ben, c'est distingué, mais en tout cas, le client, l'usager peut monter en compétences et sans aller se remplacer l'architecte, sans remplacer non plus le BE thermique, enfin, thermicien, il peut très bien, par contre, mieux comprendre ce qui se joue et justement mieux comprendre les contraintes, parce que Philippe faisait part des contraintes. Il y a des contraintes techniques, économiques, réglementaires, et ça, il y en a, on peut pas y échapper, donc là, il y a pas, on peut difficilement en discuter. Par contre, il y a des contraintes qui sont un peu entre deux, qui sont économiques, qui sont liées à des choix, etc. Et donc, un usager qui est mieux intégré, mieux impliqué dans le projet, qui a sa place, et qui a un rôle, et qui a plus de capacitation, comme on dit, d'empowerment, de capacité, eh ben, c'est un usager, en tout cas d'expérience, qui a moins de questions protestataires et on veut pas aller sur certains sujets avec eux, parce que si on ouvre le sujet, ça va être l'enfer, notamment, par exemple, la crainte d'aller ouvrir des sujets avec des enseignants, par exemple, dans des bâtiments scolaires. Eh ben non, s'ils sont impliqués, ils deviennent moins protestataires, mais par contre, ils montent en connaissances et en compétences, et du coup, on peut aborder des sujets, aller un peu plus profond dans les sujets, et aborder des sujets qui sont délicats. Et donc, cette interface, cette espèce d'équilibre là entre on n'aborde pas ou on aborde le sujet, elle migre, selon de mon expérience. Voilà. Je ne sais pas si, Philippe, tu complètes ou t'es pas d'accord? Oui, c'est exactement ça, et c'est pour moi une des sources qui font que les projets menés dans cette démarche-là, ils sont tirés vers le haut. Parce qu'effectivement, du coup, tout le monde monte en compétences. Je donne un exemple très particulier, mais sur ces projets par exemple industriels, lorsqu'on doit se poser la question sur les enjeux d'économie d'énergie et donc les techniques qui sont à mettre en face sur les modes de chauffage ou autres, etc., ben, on fait par exemple intervenir le bureau d'études qui prépare une présentation démocratisée pour qu'on puisse balayer l'ensemble des sujets avec les contraintes techniques et financières qui sont en liaison, bien toujours dans une démarche de coût global, bien sûr, surtout lorsqu'on a affaire à des professionnels comme ça, ils sont vraiment là dans cette démarche-là. Ben, du coup, on participe effectivement à ce savoir commun, et du coup, les décisions, elles sont collégiales et elles sont surtout compréhensibles par tous. Merci Philippe. Philippe, veux-tu prolonger ce projet ou d'autres, ou laissons-nous la parole à Dorian? Alors juste, je crois qu'il y a le dernier, je vais juste aller très vite, c'est pour expliquer le contexte, je crois que le prochain slide. Ouais. Et puis comme ça fait la transition à Dorian. Donc là, je voulais juste vous montrer celui-ci, puisque c'est un projet qui est en cours d'AMU. La particularité, c'est que là, on est en projet urbain. Et que c'est la première fois que l'on fait cette démarche-là, où la commune qui a lancé cet appel d'offres
a lancé la maîtrise d'œuvre et l'AMU en même temps. C'était du coup la même prestation. Enfin, il fallait que ça soit lancé dans la même offre. Et donc, du coup, on a pu donc du coup répondre nous avec nos deux entités. Et ce qui est du coup assez nouveau, c'est que on a la construction du programme qui n'est pas faite au moment où on lance la consultation. Et c'est du coup le rôle de l'AMU de faire cette programmation, évidemment du coup avec les citoyens, puisque c'était l'objectif de la mairie. Donc là, notre rôle d'AMU consiste à animer le conseil citoyen pour co-construire ce projet. Et la casquette de maîtrise d'œuvre qui suit est là de nouveau pour dire hop, attention, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça peut pas être dans le budget aujourd'hui prévisionnel, ça c'est pas possible dans le délai, etc. Donc du coup là le projet pareil se monte en parallèle et donc on est en phase où on a livré, on a terminé le travail avec le conseil citoyen qui a construit ce programme et on est en APS dessus. Donc du coup voilà, j'ai pas de retour encore à vous faire sur l'après, mais en tout cas une démarche complètement alternative à la notion de concertation qui généralement c'est on a imaginé un projet et puis on vous montre qu'est-ce que vous en pensez. Là on est voilà, il y a une intention de requalification urbaine dans votre commune. Venez nous dire comment vous l'imaginez. On construit le programme et du coup on le fait réaliser. Voilà, c'est un mode de fonctionnement très très différent. C'est très intéressant. Voilà pour moi. Merci Philippe. Merci. On peut faire ça. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de passer au retour d'expérience de Dorian Lidvine, j'aimerais bien vous laisser la parole, bien sûr, que vous posiez des questions comme Gabriel a pu le faire. Vous avez deux solutions. La première, c'est d'ouvrir bien sûr vos micros. On vous demande pas forcément d'ouvrir vos caméras, mais de vous exprimer. Peut-être c'est un moment important. Et si vous n'êtes pas panéliste, dans l'onglet questions-réponses ou dans le chat, comme Gabriel a pu le faire, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous laisse 1 minute ou 2, sachant que moi, j'en aurai une en tout cas à poser à Philippe et à Dorian. Est-ce que les acheteurs publics sont sensibles à cette démarche AMU? Alors, je dirais que oui, de plus en plus. Alors là, il y a l'exemple du projet que je viens de citer. Dans le cas de projet urbain, c'était une vraie volonté initiale de l'équipe municipale. Donc, du coup, voilà, c'était très ancré. On a l'occasion de faire des projets publics type collège ou lycée, dans lequel, à la base, cette démarche n'est pas demandée, ou en tout cas n'est pas possible, puisque, encore une fois, il n'y a pas les utilisateurs en face. Et en fait, on arrive malgré tout à rapatrier dès le moment où on sait qu'on est lauréat, on arrive à rapatrier les utilisateurs dans le process. Et on va dire que les premiers projets ou les premières années, on avait un maître d'ouvrage qui n'était pas forcément favorable à cela et avait toujours cette crainte que l'utilisateur mette la pagaille, remette en question le programme, etc., etc. Et en fait, on a des très, très, très bons retours des premiers projets qu'on a fait dans ce sens. Et aujourd'hui, les projets qu'on continue à avoir ces maîtres d'ouvrage-là, que ce soit le conseil départemental ou la région, l'intègre d'office, en tout cas, et nous. Et on a aujourd'hui systématiquement du travail avec les utilisateurs tout au long de nos études, avec, pareil, des séances de travail, d'ateliers, qui ne sont pas des ateliers de présentation, c'est vraiment des ateliers d'échange et de discussion sur des thématiques. D'accord. Eh parfait. Gabriel Ovinette, à nouveau, a une question à nous poser. Gabriel, vous pouvez ouvrir votre micro, bien sûr, et poser votre question. Désolée, hein, je suis très curieuse. Du coup, quand vous intégrez ce type de démarche juste après le concours, est-ce que vous l'intégrez aussi dans le planning? J'imagine que ça rajoute du coup de la présence de vos équipes, plus du temps d'échange, de prise de décision. Est-ce que du coup, ça s'est accepté et comment vous l'expliquez, comment vous l'intégrez dans le planning études et réalisation? Alors, en marché public, effectivement, lorsque c'est quelque chose qu'on vient rajouter à la démarche de la mission classique, c'est pas très lourd en timing. On va dire que c'est 1 voire 2 réunions supplémentaires sur une phase, qui d'ailleurs pas forcément des fois des réunions supplémentaires, c'est des fois des réunions
élargi dans lequel on fait à la fois la mise au point interne et puis avec le maître d'ouvrage. Et puis, il y a une heure ou deux qui sont passées avec les utilisateurs sur un sujet. Donc, c'est pas si impactant que ça dans un planning global. Par contre, les maîtres d'ouvrage, je suis sûr que même si il fallait dire bon, mais là, il me faut une semaine de plus sur cette phase-là parce que il y a ces réunions-là intégrées, je pense que ça poserait pas du tout de problème parce que, en tout cas, les interlocuteurs que nous, on a aujourd'hui sur ces sujets ont compris l'impact très favorable. Ce que disait tout à l'heure Dorian est tout à fait vrai sur le contestataire ou le mécontent après livraison de bâtiments qui dit que ça va jamais, que la prise n'est pas au bon endroit ou que la porte s'ouvre à l'envers. Ben ça, on réduit le risque. On réduit jamais à 100%, mais on réduit le risque à 70%. Et donc, derrière, c'est du temps ou en tout cas des énergies économisées pour le maître d'ouvrage à maintenir ou gérer son bâtiment derrière. Gabriel, Philippe a-t-il répondu à vos questions et en avez-vous une seconde, bien sûr? Merci beaucoup. Merci, merci Gabriel. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Héroldi Frédéric, Dominique Ribès, Milena Forte, Antoinette Ferry, Hélène Barras, vous avez l'occasion de vous exprimer oralement. Bastien Botazzi et Yan Jiang, bien sûr aussi. Yan Jiang, n'hésitez pas à ouvrir votre micro en bas à gauche. Je regarde l'onglet discussion, je regarde l'onglet questions-réponses et je ne vois pas de questions. On attend 30 secondes peut-être. Alors moi, ce que je repère quand même, c'est que les démarches AMU se développent énormément, notamment à Montpellier. C'est vrai que la mairie, en fait, plébiscite dans beaucoup de projets de construction ces démarches. Là, alors j'ai pas de visibilité au national, bien sûr. Ce n'est pas une question, mais Dorian, si je te sens prêt à intervenir. Avant d'intervenir, merci Gaël. Avant d'intervenir, je voulais juste sur ce sujet-là, tu dis Gaël? Non, tu es complètement libre. Sur ce sujet-là, juste en un mot, j'ai pas la connaissance globale du territoire national, loin de là, mais faisant partie du réseau AMU France, on a des petits retours d'acteurs qui sont ailleurs dans le réseau, qui sont dans le réseau mais qui sont ailleurs en France, pardon. Et en fait, il y a des dynamiques assez fortes, notamment en Occitanie, en Aura, donc surtout la zone de Lyon, et Paris qui commence à s'y mettre, mais ils sont un peu moins avancés, et la zone Bretagne également, notamment tout autour de Nantes. Mais c'est assez lié, notamment, aux maîtres d'ouvrage publics qui sont plus exigeants, et quand ils sont plus exigeants, ça draine des cahiers des charges, ça draine des acteurs qui développent cette compétence ou qui la mettent en avant alors qu'ils l'avaient déjà, etc. Donc là, en Occitanie, c'était clairement l'appel à projet bâtiment NOAT qui a fait un gros appel d'air en Occitanie. On va voir comment cet appel à projet évolue. Il va se transformer, mais il y a peut-être un relais qui va se faire par un autre dispositif FEDER. À voir. Mais en tout cas, ça dépend beaucoup de ça. Et nous, on est défenseurs du fait que il faut pas attendre des subventions non plus pour faire de l'AMU. On peut faire de l'AMU à divers niveaux, tout en faisant de l'AMU de qualité. Voilà. Donc c'est pour ma réaction à ce que tu disais, Gaël. Merci. Et je bascule. Oui, non, Dorian, oui. Vas-y, je t'en prie. Non, du tout, je te laisse terminer. Non, je voulais juste, pour dynamiser un peu le webinaire, parce que c'est bien quand c'est un mode réunion, j'aurais bien voulu faire des petits groupes, là, ça m'aurait plu de faire des petits groupes à 2 ou 3 pour échanger sur une question, pour un peu vous puissiez aussi vous exprimer au-delà de juste poser des questions, mais juste pouvoir réfléchir ensemble. Là, on peut pas sur ce format webinaire le faire, mais j'aimerais juste vous inviter dans le chat à mettre un mot sur... alors là, c'est une autre façon de dynamiser qui a rien à voir. C'est juste un mot sur comment vous vous sentez là tout de suite. Là, il est 7h20. 7h23, si chacun peut mettre un mot sur comment il se sent là tout de suite devant son ordi ou son portable. Moi, je vais le mettre. Voilà. Moi, je commence. Si chacun veut bien mettre un petit mot sur, c'est pas forcément une question du coup, c'est un mot sur comment on se sent tout de suite. Ça peut être positif, ça peut être moins positif évidemment.
tout le monde est invité à le faire. Philippe aussi, moi, Gaël. Ah, Bastien Bozzadine a dit curieux. Mais en fait, Bastien, vous me l'avez envoyé à moi. Alors, faut le mettre dessus, il faut le mettre à tout le monde. N'oubliez pas de mettre à tout le monde le choix du message, il faut que ce soit tout le monde. oui, Tout le monde a la possibilité d'écrire des messages, je ne sais même pas si tout le monde peut le faire d'ailleurs, parce que je pense bien sûr, à tout le monde, et tu peux choisir ton… Mais non, mais ceux qui ne sont pas panélistes peuvent le faire, Gaël? Ceux qui sont pas panélistes? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, tout le monde, hôte et panéliste, hein, tout le monde peut le faire. Ok, ça roule, super. N'hésitez pas à mettre un petit mot comme ça, des fois, il y a plein de façons, si on était en présentiel, on ferait bien autre chose, mais par Zoom, c'est un peu limité des fois de se redynamiser un petit coup. On serait peut-être levé un petit coup là pour faire quelque chose, pour se bouger un peu. Là, on peut pas vraiment parce qu'on est devant l'ordi. Mais voilà, super. Merci beaucoup pour ces petits mots. On passe à l'étape d'après, Gaël. Bien sûr, bien sûr. Je descends. N'hésitez pas à coacher à mettre vos petits mots. Donc, intéressé, curieux, curieuse. Merci pour ces mots, pour ce partage. Oui, et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, oralement, ou dans le chat, ou dans l'onglet questions-réponses. C'est vraiment le moment de poser des questions parce que les démarches AMU sont l'avenir, quoi qu'il arrive. Oh. J'espère. En tout cas, moi, je voulais vous faire part de 2 projets. Je vais essayer d'être bref. C'est pas ma principale qualité, mais je vais essayer. Puis après, il y avait Gabriel qui a posé une question, donc super, on pourra y répondre. Le premier projet que je voulais mettre en avant, c'est un projet justement où Seuil justement est est impliqué en tant qu'architecte. C'est ce projet de la canopée à Toulouse. Qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'était un projet qui avait une petite ambition assez forte au niveau structurel, avec une structure 75% bois, avec beaucoup d'éléments de qualité, avec on va dire des enjeux, un peu des challenges qui, dans d'autres pays d'Europe, apparemment, sont un peu plus courants, mais qu'en France, c'était assez challenge. Et donc, il y a eu, ça c'est peut-être Philippe qui pourra beaucoup plus en parler, mais beaucoup de challenges au niveau de la réglementation, etc. Donc, un projet assez ambitieux. Nous, en tant qu'AMU, la Seuil avait été dans un rôle plutôt d'architecte. Nous, on était des AMU externes, on va dire, et qui sont arrivés sur le projet. On est arrivé en phase travaux, juste après après le PC, je crois, après PC accordé, je pense, environ quelques mois après, à peine. Et on a travaillé à faire pas mal d'ateliers. Donc il y avait Méliello et moi-même avec Isea, avec Marc Isea. On a réalisé environ une quinzaine d'ateliers pendant la phase de travaux avec les futurs acquéreurs. Donc là, on est sur une résidence, on est sur de la vente sur plan. On est sur des acquéreurs qu'on a essayé de faire passer d'acquéreurs à futurs habitants, puisque le vocable c'est bien acquéreur dans la VFA et futur acquéreur, ouais. À la limite futur habitant, et donc le but c'est de passer à futur habitants, pour que justement ces personnes aient une implication et un rôle un peu différent que d'habitude. Donc ICAD Promotion était assez volontaire là-dessus. Et je vous dis, une quinzaine d'ateliers. Emilio travaillait sur l'aspect vivre ensemble, donc la construction de la future copropriété, travailler sur les futurs, sur la prise de décision collective, la mutualisation de services, la mutualisation de la convivialité, etc., etc. Et moi, j'avais un rôle sur ce projet, parce que je travaille aussi sur ces sujets-là par ailleurs, mais là, sur ce projet, en tout cas, j'avais un rôle qui était plus lié à comment on traduit les éléments de qualité et les contraintes et les opportunités au niveau constructif, au niveau des équipements, etc. Comment on traduit ça comment ça se traduit dans la vie quotidienne des personnes. Quelles opportunités et quelles contraintes ça va induire pour eux dans leur logement et dans les parties communes. Voilà, donc j'ai travaillé avec eux à traduire tous ces labels-là, toutes ces certifications, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans leur logement, globalement, et tout ça avec une démarche la plus participative possible. Alors, on est tombé dans le Covid, ce qu'a vécu Philippe aussi et Ouna sur leur projet, c'est que le Covid a ajouté une grosse contrainte parce qu'on s'est retrouvé à faire des 4-5 ateliers en visio, à distance. Donc, on a réussi, mais c'est jamais aussi bien agréable et convivial et même efficace, je dirais même, que par moment qu'en présentiel. On travaille quand même, on arrive à faire plein de choses à distance quand même. Et donc, on a fait pas mal d'ateliers à distance, des ateliers en présentiel. On a fait une visite qu'on a voulu la plus interactive possible, avec un chantier relativement avancé.
Voilà, il y a eu d'autres actions. On est en train de construire, comme disait Philippe, un guide de l'usager. On essaie de co-construire avec un groupe d'habitants, qui sera un guide de l'usager qui sera donc numérique et papier aussi, avec un système libre, un YesWiki. Le but étant d'avoir une approche qui est à la fois technique, bien sûr, des éléments techniques sur ce guide de l'usager, mais également des éléments plus vulgarisés, puisque c'est les usagers qui en parlent avec leurs mots à eux. Et ce travail sur le guide de l'usager est la conséquence d'un travail amont sur des ateliers pour essayer de traduire, de vulgariser les aspects de qualité et les aspects constructifs sur leur quotidien. Et donc, il y a une montée, on a observé une montée en compétences, on a observé du coup aussi une meilleure compréhension, une implication. Il y avait des ateliers, on était une trentaine, une quarantaine, c'était quand même bien. Il y a eu un atelier où justement Seuil, donc Leslie est venue répondre à des questions. C'est un des premiers ateliers, répondre à toutes les questions techniques et autres. Après, il y a pas d'ateliers divers et variés. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il se trouve que le projet est livré depuis décembre, certains bâtiments en décembre ou janvier. Bon, là, il y a des enjeux liés au chauffage, système de chauffage. Il y a pas mal d'enjeux en ce moment qui sont en train que ICAD essaie de résoudre actuellement sur le projet. Je vais attaquer le premier atelier autour des pratiques, parce que je voulais attendre un peu que les personnes prennent en main leur logement pour pouvoir travailler sur les pratiques. Et là, c'est le confort d'été qui est ici en jeu. Donc, je vais faire un atelier confort d'été là, début juillet. Et puis après, il y aura un atelier à l'automne sur le confort d'hiver pour essayer de travailler sur les pratiques, les usages et faire en sorte que ça soit pas seulement moi, mais moi aussi, Seuil, aussi Soconer, tous les acteurs qui ont travaillé sur les aspects techniques également, que ce soit pas seulement nous en tant que vecteurs de la technicité, qui soyons les sachants, mais essayer de faire en sorte que les habitants entre eux partagent des pratiques, évidemment, et partagent aussi des problèmes qu'ils ont eu de dysfonctionnement et comment ils ont résolu les dysfonctionnements entre eux pour qu'ils puissent être autonomes dans le partage des pratiques. Puisque la question, c'est bien aussi, comme disait Philippe, qu'est-ce qu'on fait des futurs usagers qui sont pas sur site? Qu'est-ce qu'on fait pour la passation d'informations, la passation des décisions qui ont été prises, décisions, informations, co-construction, enfin, ce qui a été co-construit, etc. Donc, alors, il y a aussi donc c'est des logements, il y a des logements qui vont être instrumentés avec de la mesure et un suivi des consommations, une dizaine de logements, aussi une évaluation du confort ressenti en site occupé, pour venir voir si ce qui était prévu à l'origine se rapproche de ce qui est vécu sur site. Et donc là, on va essayer de voir si on peut voir un impact de cette démarche alors, tout à l'heure, je faisais exprès de poser des questions un peu compliquées à Philippe, c'était qu'en est-il des consommations, mais c'est bien le sujet, en fait, c'est justement pour faire dire qu'en fait, la consommation, c'est un point, oui, mais même par rapport à une RE 2020, il n'y a pas que ça, il y a le confort, il y a la question aussi, bien sûr, de la qualité environnementale, il y a plein d'autres sujets dans la RE 2020, il n'y a pas que la consommation qui est en cause, et il y a la prise en main des pratiques, et dans le temps surtout, la question de la longueur, et de comment je pratique, quelles sont les pratiques et mes gestes dans mon logement, mais sans revenir aux habitudes, en gardant des pratiques adaptées et si possible autonomes dans le temps. Donc, souvent, on dit on n'a pas besoin d'accompagnement parce qu'un livre technique qui explique comment ça fonctionne, un peu de sensibilisation et de l'information, ça suffit. Le souci est que les retours d'expérience font que on voit que dans le temps, ça se maintient pas, en tout cas pour une partie de la population. Les personnes qui sont assez attentives, qui ont déjà des pratiques ou qui sont des bons élèves, au bon sens du terme, ça qui aiment bien essayer de bien faire, on va dire, faire des efforts, eux, ils arrivent à modifier des choses, mais il y a toute une partie de la population qui ne modifie pas leurs pratiques simplement parce qu'on leur dit avec un petit logo « éteignez la lumière ». Donc du coup, il faut bien travailler des fois à aller un peu plus loin, et l'AMU est là pour dire si on intègre les usagers en amont, avant qu'ils arrivent sur site, avant qu'ils arrivent en livraison, on a plus de chances d'avoir des usages et des pratiques qui sont plus adaptés et mieux vécus surtout. Mieux vécus, c'est une sorte de bien-être aussi dans le bâtiment et dans les logements, etc. Donc voilà, donc ça c'était un peu la démarche canopée qu'on a fait sur la canopée. Je profite pour prendre la question. Oui, Philippe. Oui. Alors effectivement, peut-être on peut laisser d'abord répondre à la question de Gabriel, puis je poserai la question après. Oui. Alors, question de Gabriel, existe-t-il des échelons d'AMU, comme on peut le voir, entre information, concertation, participation? Alors, et puis Philippe, il peut répondre aussi, évidemment, avec plaisir. Oui, alors nous, moi, je me base souvent sur l'échelle de la participation citoyenne, qu'on remanie un peu et qu'on met à la sauce AMU. Mais en effet, il y a
je parle en mon nom, comme ça j'essaie de ne pas parler au nom des gens qui ne sont pas là. Hein. C'est un des éléments qu'on essaie d'amener dans les ateliers, de parler en son nom, de parler en jeu et pas en on. Je vais parler en jeu. Moi, je pense qu'il y a bien sûr des degrés divers. Ils s'alimentent, hein, ils s'alimentent. Ce n'est pas que séquentiel. Mais l'information, c'est un des points. La sensibilisation, c'est un deuxième point. C'est-à-dire, j'informe, mais en essayant d'aller vers avoir une information qui est ciblée, qui est adaptée aux personnes. Ce que j'appelle la sensibilisation, avec de l'écoute. Après, il y a la démarche de concertation. Alors, concertation, il y a consultation, surtout. Je parle de la démarche de consultation. On consulte les usagers ou les autres acteurs pour avoir leurs avis, pour qu'ils puissent donner des avis sur le projet, sur un moment du projet, sur des éléments du projet. Ça, c'est la consultation. Et puis après, il y a la co-construction. La co-construction, là, on est plus sur associer les acteurs au projet. D'ailleurs, on dit usager, mais dans la démarche d'AMU, vous avez compris, c'est pas que les usagers qui sont en question, hein, c'est tous les acteurs du projet, bien que l'usager soit quand même une des cibles prioritaires. Donc, information, sensibilisation, consultation, co-construction. Puis, il y a la cinquième dimension, c'est la codécision. Là, on décide d'éléments importants du projet qui ont un impact sur le budget, des éléments techniques importants. Et là, il y a l'histoire de co-décision. Et tous ces éléments-là font divers degrés d'implication, de participation et du coup aussi d'appropriation du projet, selon moi, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le pensent aussi. Et voilà, donc en fait, après, c'est pas seulement que information ou que sensibilisation, que consultation ou co-construction ou co-décision, mais ça peut s'enchevêtrer, se compléter, etc. Est-ce que Philippe, tu veux... Complètement. Enfin, moi, pour aller dans ce sens-là, pour moi, l'ensemble des échelons que tu as cités, ils existent dans la démarche des AMU, pas forcément de manière linéaire, mais en fonction des sujets, en fonction des personnes aussi de l'atelier, on peut se retrouver à manager ces différents échelons dans un projet. Donc, en tout cas, nous, on a, la plupart des projets que j'ai évoqués, on a plein de situations qui se sont retrouvées à un moment donné dans ces échelons-là et qui constituent globalement une co-construction, en fait, et qui s'est appuyée sur ces différents échelons. Et ma question était justement à travers ce projet qui, quand même, est assez important justement en termes de volume, et ça rejoint peut-être la question, je crois que Gabriel avait posée aussi au début, sur est-ce qu'il y a des niveaux atteignables. Là, animer des ateliers à cette échelle-là, alors sans rajouter la contrainte du Covid là-dessus, mais ne serait-ce qu'en présentiel, 30, 40 personnes, est-ce que voilà, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière? Est-ce qu'il y a des limites à un fonctionnement collectif voilà, constructif? Oui, merci Philippe. Je dirais que tout est jouable. On est il y a des animations ou des facilitations de petits groupes ou de grands groupes. Donc, à peu près, c'est pas une science exacte ce que je dis là, mais c'est environ au-delà de 30 personnes, on dit qu'on passe en grand groupe parce qu'il faut en effet des méthodes et des techniques différentes. Mais tout peut se faire. On peut prendre des décisions à 500, on peut prendre des décisions à 4. Les méthodes sont pas les mêmes pour prendre des décisions. Des fois, c'est un peu plus compliqué, on va dire, un peu plus long pour mettre en place les process et les étapes qui permettent d'arriver jusqu'à une décision en commun. Et la décision étant le niveau pour moi en tout cas, un des plus complexes à obtenir parce qu'il faut plein de choses pour que la décision soit prise. Mais globalement, même si on prend un niveau un peu inférieur, comme la co-construction ou même la consultation, en effet, on peut le faire avec 30 personnes, 40 personnes. Il faut juste bien préparer différemment les outils. Et voilà. Et du coup, il faut avoir une notion de la jauge. Il faut anticiper, en effet. Et du coup, la jauge est très importante. Et vous voyez là, on est typiquement dans ce webinaire, dans un cas où en fait la jauge, ne pouvant pas trop la maîtriser, on prend des solutions d'outils et on adapte parce qu'on est capable d'adapter et on s'adapte toujours hein, en général, mais il y a des grandes lignes qu'on peut faire, qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire selon le nombre de participants, quoi. Et donc c'est bien d'avoir une idée de la jauge sans forcément demander une inscription formelle, mais trouver un moyen d'avoir une idée de la jauge du nombre de participants. Merci. Merci. Est-ce qu'on a répondu à votre question aussi, Gabriel? Tout à l'heure, la question sur les échelons, oui. Elle a dû quitter pour l'instant. Pas de problème. On passe à l'étape d'après, le slide d'après.
Gaël, merci beaucoup. Là, je voulais venir sur un projet qui était un peu différent. C'est un projet en site occupé. On est sur une copro. C'est pour se rapprocher de la notion, un peu du sujet énergétique, parce qu'on est sur un webinaire sur la RE 2020, donc essayer de le relier le plus possible à la réglementation énergétique environnementale, les enjeux environnementaux et énergétiques. Voilà, donc c'est une copropriété que vous connaissez peut-être ceux qui sont sur Montpellier, c'est la grande copro qui est devant l'hôtel de région en arc de cercle. Voilà, donc cette copropriété avec 412 logements souhaite une partie de la population, du moins des résidents, souhaite résoudre un problème de confort d'été assez important. Vous connaissez les difficultés, enfin les enjeux autour du quartier d'Antigone à Montpellier. Et là, on est sur une barre voilà, qui est pour une partie de la résidence exposée plein sud, ou avec des expositions problématiques au niveau de l'ensoleillement et de la chaleur. Donc, une partie de la population qui a des problèmes, l'autre partie des résidents qui n'a pas de problème a priori. On est typiquement dans un cas où les enjeux techniques et financiers ne sont pas suffisants pour résoudre la problématique, parce que ceux qui ne sont pas impactés ne veulent pas payer pour ceux qui sont impactés. Et là, on a bien un enjeu patrimonial. C'est pour ça aussi que je vous fais part de ce projet, parce qu'il y a une grosse contrainte patrimoniale, architecturale. On est sur le quartier d'Antigone. On doit avoir l'autorisation de Beaufil, de Ricardo Beaufil, maintenant son fils, pour pouvoir avoir un impact sur la façade. Et cet impact doit être le même. Les travaux doivent être les mêmes pour a priori, pour tous les logements a priori, de manière uniforme. Voilà, donc ça amène des contraintes assez importantes. Et puis la mission Grand Cœur, la ville qui ne voudra pas aller accepter, enfin dire accorder un permis s'il n'y a pas un accord préalable du cabinet Beaufil. Donc du coup, c'est pour vous donner un peu vous parler, le confort d'été très mal, pour l'instant accord assez mal subventionné, mal aidé, très peu pris en charge peu de connaissances de la part des institutions. C'est surtout le confort d'hiver qui pendant des décennies a occupé les esprits, le confort d'été beaucoup moins. Donc peu de dispositifs, peu d'aide, donc des résidents qui sont un peu perdus au milieu de tout ça, avec des problèmes internes pour arriver à résoudre le problème entre eux. Et en plus, comment on fait pour payer avec l'externe, donc les architectes et les institutionnels, et comment on fait pour payer ce projet de rénovation qui est un projet donc du coup d'occultation solaire ou de rafraîchissement. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous dire quoi. Donc là je coopère avec Lise Gallois, qui est donc également indépendante. On est tous les deux indépendants, donc on est en binôme sur ce projet. Et on a aussi mobilisé un dispositif qui s'appelle la copro des possibles, pour ceux qui connaissent, pour essayer qui était un dispositif qui était un programme financé par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Là, le programme a pris fin au niveau du financement, mais la copro des possibles continue. Donc, on a fait un atelier notamment copro des possibles au milieu de notre accompagnement. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est très intéressant parce que là, on est sur un sujet où il y a la technique. Alors, il n'y a pas vraiment d'environnemental, mais oui, indirectement par l'énergie. Il y a du patrimonial et l'AMU est là pour essayer de donner, de faciliter le process et de faire en sorte que les acteurs arrivent déjà à s'écouter, pas évident, à se parler, à échanger de l'information, à prendre une décision ensemble, à informer les autres résidents, etc., etc. Donc, on est là sur des dynamiques collectives qui est une partie de l'AMU. En site occupé, cette fois-ci, on n'a pas de co-conception, on n'est pas sur la programmation ou la pré-programmation, etc. On est vraiment sur un site occupé, qui est donc une partie de l'AMU seulement. Et je pourrais répondre à vos questions si vous voulez, mais voilà, des sujets très intéressants et assez complexes. Hein. La copropriété est un univers très compliqué, où l'interface entre l'individuel et le collectif et l'enjeu est extrêmement fort. Parce que, comme je vous ai dit, comment on fait pour se parler, se comprendre, s'écouter et après prendre des décisions ensemble sur des sujets où moi je veux bien payer mais mon voisin ne veut pas payer. Et pourquoi moi je paierais pour l'autre. Du coup, c'est sur cette démarche d'Orient, j'avais deux questions. Oui. Quel était le mandataire à l'origine de lancer cette mission? Est-ce que c'est la copro? Est-ce que c'est la commune qui a identifié effectivement ce trou dans la raquette pour essayer d'aboutir à un projet collectif? Et ma deuxième question, je me les suis bouffée entre-temps. Mais écoute, je te laisse répondre celle-là. Je réponds à la première et ça viendra. La première, oui, c'est un groupe de résidents qui sont à l'initiative. Il y a plein de commissions parce que pour rajouter une petite couche, c'est une résidence qui est composée de 9 copropriétés. Donc il y a une union de copropriétés, donc 9 conseils syndicaux
conseil syndical, pardon. Oui, conseil syndical avec des conseils, avec 45 conseils syndicaux au moins ou plus. Donc il y a une union, donc il y a une union globale qui a une entité juridique. Il y a des commissions, dont la commission travaux exceptionnels, qui concerne donc des travaux qui concernent toutes les 9 copropriétés, dont l'enjeu énergétique et froid-chaud, chaud-froid. Et donc, cette CTE, commission de travaux exceptionnels, c'est eux qui portent en fait une étude. Il y a un architecte qui est impliqué, un architecte qui fait l'étude actuellement de faisabilité et des solutions et des scénarios techniques. Et donc, du coup, ils voulaient pouvoir avoir une démarche d'AMI pour essayer de faciliter la relation entre architectes et faciliter voilà, entre l'architecte et les résidents, pouvoir communiquer plus facilement aux résidents et même au sein de la commission comment on fait pour travailler ensemble. Donc c'est une poignée de personnes qui nous ont sollicité et on a dû proposer un devis avec une démarche, une méthodologie, et la CTE l'a proposé au Conseil de l'Union, ça a été validé c'est une démarche par emboîtement, quoi. C'est-à-dire qu'on a une première étape et on attend la prochaine AG pour voir si on valide la prochaine étape. La région soutient ce projet. Pour information, elle a proposé de financer la moitié de notre prestation. On n'est pas dans le dispositif NOAT, mais c'est un dispositif parallèle parce que c'est un sujet fort, le confort d'été, et qui peut potentiellement concerner le reste d'Antigone et d'autres projets sur Montpellier. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, ma deuxième question est revenue, je te remercie. Effectivement, du coup, dans ce travail-là que tu fais avec cette copro, à la différence des expériences AMI que j'ai pu avoir sur les projets que j'ai présentés, il y a dans les missions que j'ai pu réaliser, il y a une identification à l'origine de la mission de livrables, ou en tout cas de résultats attendus, qui est soit une charte, soit un programme, soit effectivement aboutir à un programme, un projet. Là, dans ce cas-là, la mission, c'est quoi? C'est vraiment autour du facilitateur et de mettre de l'huile effectivement dans le rouage et de mettre en place des outils pour que les gens communiquent et aboutir à un projet, ou est-ce qu'il y a une attendue autre par rapport à ça? Oui, d'accord. Mais quel est notre objectif? Est-ce qu'on a une mission un objectif de résultat ou de moyens aussi? Alors, on est clairement sur un objectif de moyens. On ne peut pas s'engager à un objectif de résultat, surtout en copropriété, parce que c'est une décision qui va être prise par l'AG. Donc, on ne peut pas, nous, s'engager sur une réussite de dire en AG, ils vont voter pour ou contre le projet, parce qu'en fait, on n'est pas pour ou contre le projet. On est là justement pour, c'est quoi l'objectif? Donc, pour répondre à ta question, on est là, notre mission, c'est de faciliter la construction de l'information, la structuration de l'information dans cette commission, comment ils se communiquent, comment ils arrivent à communiquer avec l'architecte. Donc, on a très peu là-dessus. D'ailleurs, c'est vraiment malheureusement, on aurait bien voulu avoir plus de billes là-dessus et on va dire de jours vendus pour pouvoir travailler là-dessus. Mais on avait très peu. On avait beaucoup plus de jours sur en fait de diffuser cette information au sein de la copropriété. Et donc, on est là pour plutôt, c'est là le gros de la mission, c'est construire un petit groupe qui va nous aider à aller après diffuser cette information au sein de la copropriété. Et donc, on a un but de diffusion pour que les maximum de copropriétaires puissent prendre leurs décisions éclairées. Puisque sinon, il y a un problème d'asymétrie d'information. Et donc, on est là pour casser l'asymétrie d'information et la rendre plus symétrique, grosso modo. Donc, c'est ça l'objectif qu'on a. Et donc, on n'a que des objectifs de moyens et pas de résultats à ce niveau-là. Ok, merci. Effectivement, l'élément corollaire effectivement avec les extensions d'AMU que on peut avoir aussi là-dessus, c'est qu'effectivement c'est du jour homme effectivement qui est vendu. Dans toutes les missions qu'on a pu faire aussi, ça se traduit aussi comme ça. Donc c'est aussi important pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui d'identifier cela. On est en dehors des champs maîtrise d'œuvre et exemple de droit et on sort aussi encore plus du cadre. Donc c'est vraiment effectivement de l'hypothèse de temps passé et de moyens mis en place, voilà, qui est une négociation avec le client et en fonction des objectifs pour identifier effectivement ce type de prestation. Donc, c'est là où il y a une nécessité d'agilité hyper importante parce qu'il n'y a aucun projet qui sont ensemble, aucune attendue là-dessus, donc on ne peut pas se baser sur un modèle qu'on pourrait dupliquer et donc ça voilà, impose aussi une vraie réflexion et mise en place d'outils internes pour être le plus près possible effectivement des enjeux financiers propres de l'entreprise. Ouais.
à fait, Philippe, et c'est pourquoi, pour moi, la réflexion là que vous avez amène un peu à cette synthèse, surtout au regard de l'heure, on aurait pu il faut avancer, très longtemps. Si je peux me permettre, et puis Philippe, tu as évoqué pas mal d'éléments super importants que j'ai notés et que je pense qu'on faut rajouter à cette synthèse là, dans ce que tu as dit. Si tu permets, est-ce que tu permets que je synthétise ça et tu complètes, Philippe, ça te va? Ouais. Premier synthèse des apports à la réussite d'une RE 2020 de l'AMU, c'est assurer l'appropriation par les usagers, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément aussi la qualité d'usage, la prise en main des bâtiments, donc avoir des usages adaptés, c'est-à-dire faciliter les usages adaptés qui sont à la fois appropriés au bâtiment et acceptés par les usagers, un meilleur fonctionnement des équipements. Je vais prendre là tout le long l'exemple du brasseur d'air, parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là, lié à la RE 2020 aussi, et donc brasseur d'air versus clim, ou non, ou les deux ensemble. Et en fait, voilà, moi je vais donner des exemples là autour du brasseur d'air. Notamment le fonctionnement des équipements, brasseur d'air, avec un AMU, on peut plus facilement arriver à une meilleure prise en main de ces équipements-là, qui des fois ne sont pas toujours très présents. On n'a pas l'habitude d'avoir des brasseurs d'air, notamment en métropole. La notion de confort ressenti, c'est-à-dire voilà, confort, comment on ressent le confort, qui peut pas seulement thermique, qui peut être éclairage, acoustique, etc. Donc on est sur une amélioration de la gestion du bâtiment et du confort d'usage. Il y a aussi faciliter le changement vers des pratiques économes durables. Là, le terme durable est même pour moi plus important que le reste. C'est le fait que, ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais la démarche éco-geste de sensibilisation, enfin d'information, on pense qu'elle est suffisante et on parle notamment de beaucoup des nudges. Oui, mais. Trois petits points, j'ai déjà exposé ça. Oui, mais oui. Du coup, alors, faciliter le changement vers des pratiques, c'est la sensibilisation aux alternatives économes. Typiquement, grâce à de l'AMU, on peut sensibiliser des personnes à l'option brasseur d'air versus clim, chose qui est plus difficile une fois que l'acteur est déjà ou l'usager est déjà sur site. Et encore, on peut aussi faire le travail quand c'est en exploitation, en site occupé. Voilà, donc dépasser l'information, mais accompagner le changement, c'est quelque chose qui peut se faire en AMU et qui se fait en AMU. Avoir des pratiques intégrées plutôt que imposées, etc. Donc tout ça amène à des consommations qui sont maîtrisées beaucoup plus facilement. J'en profite pour vous donner tout de suite une information, justement mesurer la part de l'usager dans la consommation ou dans la performance, etc. C'est assez compliqué à faire. On a du mal, même avec Philippe, à donner des chiffres parce que c'est très difficile. Il y a des acteurs qui parlent de 10%, 20%. Chez Cube S, Cube 2020, le programme Cube 2020, il parle de entre 10 et 30% de quelle est la part de l'usager dans les économies d'énergie. Mais on peut pas vraiment dire là tout de suite, si vous faites ça, vous aurez 10, si vous faites ça, vous aurez 15, là vous aurez 15, 20 ou 30. C'est très difficile à dire, ou même 0, ou même 5%. Donc nous, on a déposé un projet, j'en parle maintenant parce que j'ai peur qu'après on n'ait plus de temps. On a déposé un projet à l'ADEME et j'espère qu'il sera accueilli. On est bien parti pour aller essayer d'estimer les apports de l'AMU, justement, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Et on va essayer de mettre en place toute une méthodologie pour essayer d'estimer au mieux cet apport-là, juste pour information. Et on espère que ça aidera justement des maîtres d'ouvrage, des archis, des acteurs à se dire, tiens, l'AMU peut apporter ça. Voilà. Bien que nos retours d'expérience le font déjà, mais on va essayer d'avoir une démarche, on va dire, scientifique au possible, le plus possible. Assurer une dynamique de long terme. Assurer une dynamique de long terme, c'est cette question de l'implication, la dynamique de long terme, la dynamique collective qui va s'adapter. C'est-à-dire que c'est une dynamique collective qui va essayer de s'adapter parce qu'elle est autonome, parce qu'il y a des initiatives au sein du bâtiment ou du lieu. Par exemple, on parle d'une charte de réglage. Par exemple, on se met d'accord sur des chartes de réglage de référence, puis cette charte, elle peut évoluer, les réglages peuvent évoluer. Et donc, c'est en lien aussi autour des questions d'améliorer le retour des usagers, de faire des remontées d'expérience des usagers. Par exemple, typiquement, le brasseur d'air, encore ce sujet. Beaucoup de maîtres d'ouvrage nous disaient, quand on a fait le projet qui s'appelle Brass, sur les brasseurs d'air, financé par l'ADEME, oui, mais moi, je ne sais pas si les usagers en veulent pas, s'ils sauront l'utiliser ou pas. Si on avait plus, avec de l'AMU, on a des remontées beaucoup plus faciles d'expérience ou de souhaits, de besoins qui permettent d'être communiqués au maître d'ouvrage. Ce que disait tout à l'heure Philippe, le maître d'ouvrage, il est dans le projet, il est à l'intérieur avec les usagers, et du coup, des décisions comme le brasseur d'air pourraient être beaucoup plus facilitées dans ce genre de cas. Voilà, l'évaluation aussi, ça améliore les situations d'évaluation ou l'auto-évaluation. Et la communication entre usagers et gestionnaires, ça c'est un point très important. Ça veut dire comment on fait pour adapter des réglages de référence, comment l'acteur qui est en charge de la gestion maintenance peut faire de la pédagogie au fur et à mesure de l'exploitation, la gestion des doléances, la baisse des protestations dont parlait Philippe tout à l'heure, ça veut réduire les protestations, ne plus être protestataire, mais être acteur du projet. Donc, en gros, en somme, faciliter le choix d'alternatives économes. Là, vraiment, on essaie d'être sur la RE 2020, sur des sujets environnementaux et énergétiques. Augmenter la performance observée et réduire la consommation de long terme. Voilà.
un peu la synthèse. Et puis, il y avait d'autres points que Philippe a abordé tout à l'heure, mais la question du budget accepté, plus facilement, l'intégration des salariés à la dynamique d'entreprise, donc plein de choses qui sont, dont on ne parle pas ici. Voilà. Philippe, est-ce que tu veux ajouter un élément qui te vient dans l'esprit? Non, rien de particulier. Effectivement, après, on peut effectivement répondre aux questions, mais ça englobe tellement de changements dans l'approche projet qu'aujourd'hui, je serais incapable, puisque nous, voilà, depuis, on va dire, 2013-2015, aujourd'hui, 99% de nos projets sont tous dans cette démarche-là, plus ou moins forte évidemment. On n'est pas tous ils sont pas tous dans le même niveau d'implication avec les utilisateurs, mais il n'empêche que notre process en fait a été tellement modifié que je suis aujourd'hui incapable d'identifier clairement la plus-value sur un projet parce que ça a eu un impact sur plein de sujets. Y compris en interne, et donc du coup c'est vraiment de belles aventures. Je me souviens là d'un déclic qui à l'époque un jeune archi qui m'avait marqué, où des confrères et consoeurs qui arrivaient en mode livraison de leur projet, qui avaient la boule au ventre, se dire mais voilà, je livre un truc, j'espère que ça va leur aller, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Et ça, en fait, on s'était promis de dire, mais il faut absolument qu'on trouve un moyen de ne pas être dans cette configuration. Et l'AMU, en fait, jamais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus jamais la boule au ventre de la livraison parce que le projet, il est co-construit et il suit des rails. Et donc voilà, c'est une continuité naturelle. Il n'y a pas d'avant-après. Vous voyez, à Bricop, depuis l'époque où on l'a fait, en fait, on y est encore quasiment tous les 2 mois parce que ça crée des relations humaines aussi qui vont bien au-delà des relations professionnelles. Donc, et ça, c'est aussi facilitateur d'une co-construction positive. Et aujourd'hui, voilà, tous les 2 mois, on est encore invité à tout un tas d'activités et d'ateliers que Bricop, par exemple, lance, etc., sur ces projets. Mais c'est le cas sur d'autres opérations. Et donc, ça, c'est aussi riche et ça donne du sens à ce qu'on fait. Voilà, on sait pour qui on le fait, on sait pourquoi on le fait. Et on a plaisir à revenir sur les lieux, à faire le tour. Notre dernier exemple, et puis je vais m'arrêter, c'est on avait fait visiter à un moment donné aussi l'usine ARM. Alors, il y a eu pas mal de visites, mais des visites à un moment donné à Emmanuel Druon de chez Cocheco, certains doivent connaître. Et quand on est rentré dans l'usine, il a été choqué parce que donc l'usine ARM, c'était plus de 70 salariés à l'époque là quand on a fait visiter, et c'est les filles qui faisaient la visite. Et en fait, elle connaissait le nom et le prénom de tous les salariés. Les salariés venaient la saluer, lui demander les enfants et les machins, etc. Et en fait, voilà, Emmanuel Druon est tombé sur le cul en disant mais voilà, cette relation-là, acteur de projet, utilisateur, elle n'existe pas en fait sans ce système-là. Et donc ça, voilà, ça raconte une autre histoire qui est hyper forte. Bon, voilà, c'était le moment un peu évasion. Merci. Avant que tu reprennes le lead, je veux juste vous dire que là on a fait part avec Philippe d'aspects positifs. Évidemment qu'il y a des sujets, des enjeux et des sujets à résoudre. On va pas dire c'est pas des aspects négatifs en soi, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Là, on n'a plus le temps, il est 8h moins 2, donc on peut pas trop s'étendre dessus. Mais c'est à prendre en compte les questions des temporalités, d'intégration d'éléments au cours du projet qui peut être différent des projets classiques, hein. Notamment en phase conception. Il y a des ateliers à l'APS, ateliers ESCRIS à l'APS, APD Pro. Bon, voilà, ça rallonge c'est pas que ça rallonge le projet, ça rajoute des éléments. Si c'est bien pensé, ça vient pas forcément rallonger le temps projet, mais non. Ça oblige l'architecte à être proactif, souvent à être présent à l'atelier. Ce qui veut dire quoi? Des missions complémentaires, d'avoir prévu ça, donc il y a des charges pour venir être présent, sinon c'est bénévole. Si l'architecte ne fait pas de travail de seuil, c'est-à-dire si l'architecte n'est pas lui-même dans une démarche comme ça, ça veut dire aussi associer l'usager, on complexifie, c'est des actions, il faut inviter, le maître d'ouvrage a besoin de faire des actions, il y a suivi, il faut suivre ce qui est produit par la démarche, c'est pas juste on fait un atelier au début, puis après en pré-programmation, puis on se dit c'est bon, c'est fait, on a fait du participatif. Il y a un suivi à réaliser, donc ça veut dire ça demande, c'est pas non plus du commissionnement, mais pour
pourquoi pas, un suivi avec des fiches, navettes, etc. Bref, il y a beaucoup de choses, d'éléments dont on pourrait discuter, sur lesquels il faut faire attention, bien sûr, hein, en intégrant une démarche d'AMU. Mais on pourra en reparler une autre fois, vu qu'il est 8 heures et qu'il faut que Gaël, on boucle. Oui, on boucle. Il y avait quand même une dernière question de la part de Gabriel, Philippe et Dorian, tout en étant très concis. Oui. Dans le chat, hein, le fait d'être identifié comme acteur AMU permet-il de mieux faire accepter la démarche de participation des usagers auprès de la MOA? Rapidement, parce qu'en plus je vais conclure. Hein. Ouais. Moi, je dirais courte. juste, pour faire court, je dirais qu'en fait, pour faire accepter auprès du MOA, oui, notamment quand le maître d'ouvrage a une vision assez ambitieuse de l'AMU. Parce qu'aucun acteur, à ce jour, malheureusement, n'est sur un temps de projet suffisamment long pour faire de l'AMU qui va de la pré-programmation à 2 ans après l'exploitation, 1 an après l'exploitation, malheureusement. Et donc, il faut qu'on fasse appel à un acteur extérieur, ou du moins un acteur dédié qui est là tout le long. Sinon, il va falloir qu'on passe la main du programmiste à l'architecte, etc. Et ça peut se faire, mais c'est un peu plus compliqué. Donc oui, si le MOA est exigeant, c'est mieux d'avoir un acteur dédié. Mais si le maître d'ouvrage, il veut, par exemple, de l'AMU seulement en phase conception ou seulement en phase... en fait, des acteurs déjà existants peuvent très bien faire cette AMU sans avoir à se dire AMU, quoi. C'est la réponse que je donne. Philippe? Oui, tu as tout à fait raison. Et tu as tout à fait raison, et je compléterai en disant que, enfin, en tout cas, c'était notre expérience. C'est quand un maître d'ouvrage a goûté à la démarche, même si effectivement elle n'est pas complète, mais il a commencé à sentir les impacts à moyen et long terme, ils reviennent très vite les premiers et commencent du coup à réintégrer de l'AMU de manière plus large, comme l'a dit Dorian. Donc effectivement, le plus dur, c'est de convaincre la première fois. Et là, c'est vrai que en ayant des expériences à raconter à ces maîtres d'ouvrage, à les faire visiter, à les faire rencontrer des utilisateurs qui peuvent parler de ça, c'est effectivement facilitateur pour qu'ils enclenchent. Donc il y a effectivement une petite challenge là-dessus à apporter, mais une fois qu'ils ont goûté, c'est rare quand ils reproduisent pas. Ouais, et puis justement pour finir, justement tu peux peut-être Gaël, juste après il y a justement un livre blanc, ça va dans ce sens-là, de la question sur comment. Oui, juste après justement, ça permet d'avancer. Et il y a un livre blanc, c'est slide d'après, il y a un livre blanc qui existe depuis 2020, qui vaut ce qu'il vaut. C'est 25 experts, enfin professionnels de l'AMU qui ont participé. Ce n'est pas du tout, ça ne représente pas toute l'AMU en France, hein, on ne se prétend pas ça. C'est une première pierre et ça permet justement de proposer ça à des maîtres d'ouvrage comme étant, il y a une synthèse, donc ça permet aux maîtres d'ouvrage de rentrer dans le sujet et de voir, de commencer à avoir une première idée d'une situation de ce que c'est l'AMU et comment ça peut contribuer à un projet. Donc un vrai outil de sensibilisation du maître d'ouvrage. Au-delà de ce que dit Philippe, le mieux c'est quand même de prendre des gens, d'aller voir des projets, c'est évident. Et puis, mais si vous n'avez pas cette possibilité, il y a le livre blanc qui est là pour ça. Voilà. Tout à fait. Je réponds à Bastien. D'ailleurs, c'était une question de Bastien la dernière, hein. Absolument pas. Voilà. De Gabriel, je me suis trompée. Alors tout d'abord, merci à vous deux, Philippe Gonsalves et Florian, bien sûr. Florian, tu peux peut-être en dire 2 mots, c'est que tu es intervenant dans le cadre d'ILO Formation et tu proposes une formation concernant l'AMU, une formation qui utilise une pédagogie par projet et très opérationnelle et totalement orientée envers les architectes. Si tu veux en dire 2 mots en 1 minute. Non, c'est ce que tu as dit. C'est une formation qu'on a construite pour les architectes. Le but étant vraiment d'être opérationnel le plus possible sur les enjeux aussi de contrats, de positionnement métier avec les autres acteurs, de projets, comment je fais pour commencer une démarche d'AMU. On essaie d'être opérationnel. Voilà. Et on vous invite à venir participer à cette formation qui, en présentiel, est beaucoup plus vivante évidemment qu'à distance, mais à distance, elle fonctionne aussi également. Voilà. Donc, venez. Oui, tout et à fait. parlez-en autour de vous pour justement sensibiliser à la démarche et pouvoir rentrer dans le concret. Ouais. Bien sûr. D'autant que l'AMU, moi, me fait beaucoup penser, enfin, dans le monde de l'architecture, au monde de l'informatique, quand même. Et je pense que Philippe Gonsalves et donc son agence Seuil sont vraiment avant-gardistes, hein, tout simplement, puisque le monde de l'informatique a développé, en fait, dès les années 80, 90 et même plus tardivement, une approche par la logique de l'usage, hein, a développé aussi une pédagogie par projet beaucoup plus agile, de manière à éviter les tunnels
les longs tunnels dont Philippe parlait, où justement il y a pas de rétroaction sur les différentes phases du projet, où l'usager n'est pas pris en compte. Et je crois que là, le monde de l'architecture avec l'AMU est en train de vivre en fait le même changement de paradigme, qui est donc énoncé dans un bouquin fabuleux par Jacques Perriot, donc dans le monde de l'informatique, la logique de l'usage. Je vous remercie grandement et le webinaire sera accessible en rediffusion, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci beaucoup. Gaël. Merci aux participants. Merci à tout le monde. Merci. Les gens vous remercient, les participants vous remercient d'ailleurs. À bientôt. À bientôt et belle soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.